Bonsoir à tous, bonsoir à vous à la maison. Merci de vous joindre à nous. Je me présente Jean-Simon Buis, je suis animateur au FM 93 et je suis fier de vous accueillir à la table ronde. Ça va-tu vraiment bien? Vous voulez peut-être poser cette question-là dans les derniers mois, d'autant plus que pendant la première vague de la pandémie, on disait ça va bien aller, vous vous souvenez des arcs-en-ciel, tout ça. Est-ce qu'on s'est fait à croire que ça allait vraiment bien? Je pense que la réponse vous appartient. Ce soir, ce qu'on va essayer de faire avec des experts, avec des invités spéciaux aussi, c'est tenter de trouver des pistes de solutions si ça ne va pas vraiment bien. Sans plus attendre, je vous présente l'organisatrice et la fondatrice de Deuil Jeunesse, Josée Masson. Salut Josée. Bonjour. D'abord, comment t'es venue l'idée de faire cette table ronde? Ça va-tu vraiment bien? Écoute, on se parlait en équipe, puis on se disait, hey, ça va pas bien. Ça va pas bien, c'est lourd, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Puis, vous savez, dans ce temps-là, on a le choix, hein? On fait rien, on laisse ça passer. Puis, moi, je ne suis pas de ce genre-là du tout, puis mon équipe non plus. On a dit, on va faire quelque chose, puis on va s'adresser aux gens. Comment on s'adresse aux gens dans un temps de COVID? Bien, par le virtuel. On a commencé en se disant, on va faire un petit événement, une petite chose. Puis après ça, on s'est dit, pourquoi pas aller chercher des gens variés, des invités variés, qui vont faire en sorte que peut-être qu'un va parler, ça va accrocher plus une personne, l'autre plus une autre. Fait qu'on s'est dit, quel objectif on a? Notre objectif, c'est, en fait, il n'y en a pas un. Chaque personne, ce soir, j'espère, va aller chercher quelque chose pour lui. Et ça peut-tu être briser l'isolement? Peut-être. Peut-être que c'est juste de mieux comprendre dans quelle situation on est là? Peut-être. Est-ce que ça peut être juste de se normaliser par rapport à tout le monde aussi? Alors, l'important, fait qu'on s'est dit, on va essayer, on a contacté des gens, puis les gens ont accepté. Puis j'ai vraiment juste le goût de dire, je pense qu'il y a une centaine de personnes actuellement. Moi, j'ai le goût de dire tout de suite merci aux gens qui sont là. Ça veut dire que il y a quelque chose de quand même important dans tout ça. Mais c'est un travail d'équipe. Les gens vont nous voir les trois, vont voir des invités, mais il y a plein de monde autour de nous, puis ça travaille. Et c'est une idée qu'on a eue, ça fait pas tant longtemps, hein, ça fait 2 semaines, 3 semaines, Marc-André, qu'on s'est parlé. Alors, je suis pas mal fière, puis je suis certaine que ça va être une belle soirée. Merci Josée, tu l'as bien dit. Vous faites partie de la table ronde aussi. Vous êtes important et à tout moment, vous pouvez nous poser des questions via le Facebook Live sur la page de Deuil Jeunesse. Écrivez votre question. On a des gens en régie qui vont nous transmettre ça. On va tenter de les poser, d'y répondre au meilleur de nos connaissances. Un petit mot rapidement sur moi, je ne veux pas m'éterniser. Pour moi, la santé mentale, c'est très important. En tant que jeune homme de 32 ans, je pense qu'on n'en parle pas assez. En tant que gars de médias, que gars de radio, j'ai le privilège de prendre le pouls de tout le monde, de prendre le pouls de monsieur, madame, tout le monde à tous les jours. Et ça fait le moyen, disons, je dirais ça comme ça, hein, avec tout ce qu'on a vécu, que ce soit à l'échelle nationale, la pandémie, tout ça, c'est pas évident. Je pense qu'on doit se parler collectivement, trouver un moyen d'avoir des pistes pour trouver un moyen que les gens aillent chercher de l'aide. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut le dire, ça aussi. Il ne faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide. Moi, personnellement, j'ai consulté. Je consulte encore en psychologie avec un psychothérapeute. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et j'espère que cette soirée-là va permettre un peu à tout le monde d'aller chercher les outils nécessaires, un coffre à outils pour passer mieux à travers certaines périodes de crise. Quelqu'un qui connaît bien ça, les périodes de crise aussi, tous les mécanismes en arrière de ça également. On a parlé d'experts. Marc-André Dufour, il est psychologue et clinicien. C'est l'auteur de Se donner le droit d'être malheureux. Vous l'avez peut-être dit, j'ai le privilège de prendre le pouls de tout le monde, de prendre le pouls de monsieur, madame, tout le monde à tous les jours. Et ça fait le moyen, disons, je dirais ça comme ça, hein, avec tout ce qu'on a vécu, que ce soit à l'échelle nationale, la pandémie, tout ça, c'est pas évident. Je pense qu'on doit se parler collectivement, trouver un moyen d'avoir des pistes pour trouver un moyen que les gens aillent chercher de l'aide. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut le dire, ça aussi. Il ne faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide. Moi, personnellement, j'ai consulté. Je consulte encore en psychologie avec un psychothérapeute. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et j'espère que cette soirée-là va permettre un peu à tout le monde d'aller chercher les outils nécessaires, un coffre à outils pour passer mieux à travers certaines périodes de crise. Quelqu'un qui connaît bien ça, les périodes de crise aussi, tous les mécanismes en arrière de ça également. On a parlé d'experts. Marc-André Dufour, il est psychologue et clinicien. C'est l'auteur de Se donner le droit d'être malheureux. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision, entendu à la radio. Marc-André, salut. Salut, Jean-Simon. On est à une ère en 2020 avec les médias sociaux, Instagram, Facebook, où le bonheur doit toujours transparaître. Il faut tout le temps montrer qu'on est plus heureux que les autres ou que ça va donc bien dans notre vie. Mais dans les faits, ça va-tu vraiment bien? Bien, je dirais qu'on a vraiment toute une opportunité que ça aille pas bien avec ce qui se passe parce que les gens sont fatigués. Les mécanismes qu'on utilisait pour bien aller, là, sortir, voir des amis, aller au cinéma, voir des spectacles, ça aidait, veut pas, à bien aller. Ça faisait des belles photos aussi dans les médias sociaux.
Maintenant, tout ça est arrêté. On est plus en contact avec nous-mêmes. Puis il y a des émotions des fois qui peuvent remonter. Puis c'est pour ça, d'où l'importance d'accepter ces émotions-là. On ne se fera pas à croire que ça va bien. On a essayé de se faire accroire un peu au début. Je pense qu'on voulait plus s'encourager. Oui. Mais finalement, en bout de ligne, on se rend compte que c'est difficile. C'est pas difficile de la même façon pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus affectés. Mais si on trouve ça difficile, bien, c'est de dire, bien, regarde, c'est correct d'avoir mal, c'est correct de trouver ça dur. L'important, c'est de ne pas rester seul avec ça. D'où l'importance de se donner le droit de ne pas se juger, de ne pas avoir honte. Puis c'est facile à dire. Puis des messages comme le tien, de dire, bien, regarde, moi, j'ai été chercher de l'aide, bien, ça aide parce que ça fait du bien. Puis quand on l'a fait, on se rend compte que ça vaut vraiment la peine de prendre soin de sa santé mentale. Le titre de ton livre, Se donner le droit d'être malheureux, je trouve qu'il résonne beaucoup avec notre époque. On en a parlé brièvement. Se donner le droit d'être malheureux, mais est-ce que les autres nous donnent le droit d'être malheureux? Pas toujours et pas suffisamment encore. D'ailleurs, c'est relié. Si nous-mêmes, on ne se donne pas le droit d'être en contact avec nos émotions douloureuses, si ça nous rend inconfortables, ça se peut, malheureusement, que celles des autres nous dérangent aussi. D'où l'importance d'abord d'accepter les siennes. Mais en même temps, quand on aime une personne, quand on tient à elle, on veut le savoir, ça ne va pas bien. Même si ça nous rend inconfortable, c'est, bien, écoute, je ne m'attendais pas à ça. Au pire, dites, je ne sais pas trop quoi te dire, mais merci de m'en avoir parlé. Au moins, ça crée un pont, puis ça crée une conversation qui peut faire une différence dans la vie de la personne. Parce que ce qui est pire que de souffrir, c'est de souffrir tout seul. Fait que si ça ne va pas, dites-le. Puis si vous êtes mal à l'aise avec la réponse, dites que je ne suis pas trop à l'aise, mais je suis content que tu me le dises. Puis au pire, orienter vers la personne vers des ressources pour qu'elle ait l'aide dont elle a besoin. Je fais du pouce sur la solitude parce que tu dis il n'y a rien de pire que de souffrir seul. Ouais. On n'a jamais été aussi connectés en 2020. On a des milliers d'amis Facebook, d'abonnés, tout ça. On est capable, en un texto, en un instant, de rejoindre quelqu'un. Et pourtant, on a le sentiment qu'on n'a jamais été aussi seul que ça. As-tu des pistes de solutions pour quelqu'un, mettons, qui se sent seul aujourd'hui, qui a l'impression que souvent, les groupes qu'on forme virtuellement ne sont pas aussi importants que les groupes sociaux réels? As-tu des pistes de solutions pour ces personnes-là, pour briser l'isolement? Bien, je pense qu'il faut réfléchir un peu sur sa vie pour voir c'est qui les personnes les plus significatives. Tu sais, il y a peut-être une personne qui va liker tout ce que vous dites, puis qui va tout partager, puis qui va mettre des cœurs partout sur Facebook, mais qu'en réalité, vous ne connaissez peut-être pas pour vrai, là. Fait que c'est de s'arrêter pour voir dans la réalité. Puis un autre outil aussi là, qui sonne presque médiéval aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu parler du téléphone. Là. Oui, même moi. C'est comme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais un contact direct, où ce que tu entends l'autre, une voix, quelqu'un qui prend le temps, puis qui n'est pas en même temps, qui n'est pas en train de faire 2-3 affaires en même temps non plus, ça peut faire une différence. Puis si on trouve personne autour de nous, parce que ça se peut. Des fois, il y a des gens qui s'enferment dans leur image, ils ont de l'air au-dessus de leurs affaires, puis ils n'osent pas briser cette image-là. Bien, il y a des lignes d'écoute qui existent partout au Québec, c'est confidentiel. Appelez. Puis oui, la personne, elle ne vous connaît pas, mais elle est formée pour écouter. Elle est formée pour dire, pour vous faire parler, pour vous comprendre. Puis ça va être peut-être une expérience qui va vous faire voir à quel point il y a moyen de s'ouvrir. Si vous êtes capable de vous ouvrir envers quelqu'un que vous ne connaissez même pas, je suis sûr qu'après ça, vous allez trouver quelqu'un dans votre entourage. Un autre élément qui est particulièrement anxiogène en cette année, José, je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, je vais juste poser des questions à ça. Je vais te donner la parole sans problème. Quelque chose qui est très anxiogène cette année, dans cette année bizarre, un peu sombre, c'est qu'on est dans une pandémie mondiale. On a l'impression de devenir les acteurs de l'histoire. On est souvent les observateurs de l'histoire. On peut lire sur la grippe espagnole, sur des crises du passé. Mais non, là, on a l'impression collectivement de l'écrire, l'histoire. Ouais. C'est quelque chose d'un peu... C'est difficile d'imaginer à quel point c'est de grande envergure, ce qu'on vit présentement. Oui. Bien, en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tant que ça, cette impression-là. Tu as raison. C'est ça qui est en train de se passer. Mais je ne suis pas sûr qu'on est conscient de ça. Je ne suis pas sûr qu'on est conscient que, tu sais, ça aurait été le fun qu'il ne nous arrive rien comme génération sur le plan mondial. Tu sais, il y en a qui ont eu la Grande Dépression, des guerres mondiales. Il y a des moments dans l'existence, dans l'histoire du monde, où l'espérance de vie, c'était quoi, 40 ans, exact, 45 ans. Tu sais, la vie a déjà été vraiment plus dure. Puis, ça allait quand même assez bien, nos affaires, mais là, je pense qu'il y a comme une immense leçon d'humilité dans ça pour dire, bien, finalement, on n'est pas à l'abri, puis on est pris là-dedans. Fait que c'est à nous de trouver des moyens ensemble pour être capable de passer à travers ça. Là. Moi, quand j'ai parlé avec Marc-André la semaine passée, quand il m'a parlé de ça, ça m'a parlé, moi. Tu sais, hey! Il y en a dans l'univers social, là, quand nos enfants apprennent ça, là, ou vous, les enfants qui nous écoutez, là, il y a ça. On parle souvent des malheurs qu'il y a eu toujours avant. Puis là, de se dire, bien, OK, on est dedans, mais
on s'en est sorti dans les autres histoires. On est capable encore. On a des capacités. Ah oui, c'est pas la première fois dans Puis, l'histoire de l'humanité. tantôt, tu parlais des gens dans la solitude. Puis moi, j'ai envie juste de dire, peut-être qu'on pourrait déjà dire aux gens, là, ce soir, là, écrivez 5 personnes autour de vous qui peuvent vous écouter quand ça ne va pas. Mettez le petit papier quelque part, puis quand vraiment ça ne va pas, obligez-vous de trouver un nom, tu sais. Ouais. Ça peut être ça. Fait que ce soit des adolescents, des personnes âgées ou quoi que ce soit, je pense que c'est un truc qu'on pourrait donner ce soir. Mais ce que je vois souvent, c'est des gens qui n'osent pas briser la glace. C'est comme, les gens, ils auraient envie de parler, mais là, mais comment l'autre va réagir? Puis ça, je l'entends souvent, là. Un tel, là, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au salon funéraire il y a 6 ans, mais j'y pense 2-3 fois par semaine, mais on se parle pas, ben je sais pas trop. C'est le temps. Ça serait le temps. Tu sais, dans le fond, là, c'est quoi le risque, là? C'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, la personne va dire « Oh mon Dieu, je suis insulté que tu prennes de mes nouvelles. » Ça me surprendrait. Tu sais, fait que, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'aurais dû te parler avant, mais je pense à toi ces temps-ci. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'aimerais ça prendre tes nouvelles. Je pense qu'il y a des gens qui ont été significatifs dans nos vies, qu'on n'entretient malheureusement pas ces relations-là. Puis on se sent seul, mais on se dit, hey, je m'entendais bien avec cette. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, on prend un peu, la vie va vite. Bien là, la vie a ralenti. Fait que si on peut en profiter pour essayer de renouer comme ça avec différentes personnes, on peut juste être gagnant. Fait que prendre un petit 15 minutes de moins, liker des photos sur Instagram. Ouais, c'est ça. Composer des petits numéros de téléphone, parler aux gens. Une personne par semaine qu'on n'a pas de contact depuis longtemps, juste leur contacter, ça peut faire du bien. Josée, avant de passer à notre premier invité, tu avais des salutations spéciales à faire. Tu as parlé des enfants qui nous écoutent possiblement. On a des jeunes à l'écoute spécialement aujourd'hui. Bien oui, moi je veux saluer l'escadron 725 de Massé-Vanier des cadets de l'air, de Coansville. Alors, ils sont là, ils sont tous là ce soir de 7h30 à 9h avec nous. Escadron, oui, c'est vraiment. Puis, si vous avez d'autres initiatives comme ça que vous avez fait, écrivez-nous, dites-nous-les, c'est important, on veut le savoir. On a plusieurs invités qui vont être avec vous tout au long de la soirée, plusieurs entrevues de différents milieux. On va aller parler à un humoriste, un comédien, on va parler à quelqu'un qui est plus spécialisé dans le cerveau, comment il fonctionne. On va parler également à l'Association québécoise de prévention du suicide, c'est important d'en parler. Notre premier invité, il est humoriste, c'est un jeune humoriste de la relève, il s'appelle Alexandre Forest. Et moi, j'ai un paquet de questions à poser à un humoriste en ce temps un peu plus sombre, justement. Ouais. Alexandre, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour. Salut, Alexandre. Excuse-moi, j'allais te débaptiser. C'est bien correct. Hey, d'abord, merci, Alexandre, d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir demandé. Si on peut toujours parler et se faire un peu de bien entre nous, on va le faire. Première question qui me brûle les lèvres un peu. Quand on est humoriste et que personne n'a le goût de rire, comment on fait son travail? Ben, étrangement, en fait, c'est le meilleur moment pour faire rire les gens parce que on a besoin de libérer les tensions. Les gens, on dirait qu'ils pensent pas nécessairement à se faire plaisir. Puis il y a beaucoup de choses qui nous tapent ses nerfs, donc on a beaucoup de choses à parler. Puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut rire, mettons. Exact, c'est ça. Mais toi, tu t'attaques à des problématiques sociales assez importantes. C'est pas tous les humoristes qui vont toucher des sujets aussi sensibles que la santé mentale, la polarisation dans notre société. Tu sais, on regarde ce qui se passe notamment sur les médias sociaux. Comment on fait pour aborder des questions plus délicates? Prenons la santé mentale, parce que toi-même, tu as dit, tu es capable d'en parler toi-même, tu as vécu des problèmes de santé mentale. Comment on aborde ces sujets-là avec l'angle humoristique? C'est quand même un malaise de société. Quelle est ta stratégie? Ben, en fait, c'est justement ça qui va faire en sorte que le numéro va être intéressant, c'est parce que, comme je l'ai dit, le rire, c'est libérer une tension. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui se fait, puis après ça, quand elle est libérée, on va rire. Puis, étant donné qu'il y a une tension par rapport à ce sujet-là, puis que j'ai énormément envie d'en parler, j'ai moi-même des troubles anxieux généralisés, j'ai été dépressif, je suis médicamenté pour tout ça. Okay. Puis, j'avais probablement envie et besoin d'en parler parce que j'aurais aimé ça que quelqu'un m'en parle plus tôt, puis surtout de rassurer les gens par rapport à ça. Puis c'est facile d'en rire, ça apporte des situations comiques, puis c'est pas nécessairement la fin du monde. C'est pour ça que l'humour peut facilement venir, c'est simplement qu'il faut prendre le temps de le montrer aux gens, puis montrer aussi que ça fait partie de la vie comme n'importe quelle autre chose qui est de porter des lunettes, avoir un petit peu trop de bédaine à notre goût, simplement, je pense. Ça fait partie de nous, puis surtout, c'est présent chez plusieurs personnes, ce qui fait que ça peut facilement résonner chez des gens puis faire des bons numéros d'humour. Mais le problème, c'est que ça paraît pas. Tu sais, souvent, la métaphore qu'on prend, c'est que quelqu'un se casse un bras, il y a un bras dans le plâtre, tout le monde signe son plâtre. Tu arrives, tu dis, je file pas, les gens font comme, des fois, il y a un malaise. Tu sais, d'abord, je te félicite d'en parler. Moi, j'en parle aussi. Tu sais, j'ai déjà filé un mauvais coton, j'ai consulté en psychothérapie, tout ça. Tu sais, on est deux jeunes gars. Mm-hmm. Souvent, dans les autres générations, les gars ont été élevés un peu, hey, moi, je pleure pas, il faut pas pleurer, on est fait fort, nanana. Comment on fait pour changer, j'écoute te poser la question, pour changer cette espèce de vision-là, de la masculinité à toute épreuve qui pleure pas puis qui demande pas d'aide?
Ben, premièrement, il faut réaliser un peu les limites de sa masculinité, puis aussi est-ce que c'est vraiment quelque chose qui colle à nous. Moi, j'en parle souvent justement parce que j'ai beau être un gars, j'ai beau avoir grandi sur une ferme, j'ai beau être très manuel, reste que je suis quand même un petit garçon qui aime ça s'hydrater la peau, boire du mimosa, puis prendre des bains. Boitou! Tu sais. Ouais, ça te parle. Évidemment que c'est sûr, c'est super le fun. Pourquoi le monde s'empêcherait de faire ça? Tu sais, on se met dans la tête qu'on voit qu'un homme peut pas faire ça. Ça vient libérateur puis plaisant d'en parler puis de prendre cette parole-là. Puis, je pense pas non plus que ce soit tant dur à faire. C'est sûr qu'on sait pas un discours qu'on entend souvent, mais moi, tous mes amis vont partager ces mêmes opinions-là, ce qui fait qu'on c'est facile d'avoir des alliés avec un message comme ça, je trouve. Mais c'est peut-être vers les autres générations qu'il faut tendre la main. Puis d'ailleurs, je m'adresse à vous à la maison. Si vous êtes des gens d'autres générations, X, boomers, tout ça, vous avez envie de nous faire part un peu de votre vision de tout ça, faites-le via Facebook. Alexandre, tu es toujours là. On l'a pas laissé aller, là. Il est parti? Non, il est encore là. C'est beau, parfait. Je pensais que tu avais droppé de main. Je t'avais même pas dit, ben, j'ai même pas fini l'entrevue. Je suis pas content après mon producteur. Non. Alexandre, nécessairement, dans notre génération, tu le sais, moi, je travaille dans les médias. Toi, tu es humoriste. Il faut faire usage des médias sociaux. C'est un outil de travail, il faut avoir de la visibilité. En même temps, tout le monde le sait, les médias sociaux, c'est un aspect un peu sombre, un peu néfaste. Le fait qu'on est tout le temps branché là-dessus, je pense qu'il disait une statistique absolument effroyable, le pourcentage de temps libre chez les jeunes qui est investi devant un écran est de 80 ou 85 %. Comment on fait dans cet univers-là pour, de temps en temps, prendre un pas de recul puis se débrancher de nos écrans et de nos médias sociaux? Ben, en fait, il faut que ce soit un effort selon moi parce que, surtout toi-même, tu dois le vivre. C'est un outil qu'on doit utiliser à tous les jours. Faut souvent mettre du matériel comme ça pour informer les gens. Mais justement, c'est correct d'y aller puis après ça, faire l'effort de s'en détacher. Puis, on va en retirer autant d'informations si on en passe simplement 30 minutes dans notre journée que si on en passe 6. Ça reste que c'est les mêmes répétitions tout de même. Puis, on est un peu trop aussi bombardé d'informations, ce qui fait que par moment, il faut reprendre cette espèce de réflexe-là, d'aller chercher ça par nous-mêmes, se poser ces questions-là, puis réaliser un peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Parce que c'est sûr que c'est le fun, je veux dire, il y a des vidéos de chats, il y a des gens qui dansent, tu as le goût de regarder ça, c'est fait pour qu'on s'y intéresse, mais tu vas trouver plus de satisfaction si tu vas te poser des questions à savoir qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, puis justement, peut-être que tu vas pouvoir mieux harmoniser l'utilisation des réseaux sociaux si ta vie est bien ancrée et bien solide, puis que tu sais où est-ce qu'elle s'en va. Alexandre Forest, merci d'avoir été avec nous ce soir. Si on veut te suivre, ben, j'imagine que Alexandre Forest sur Facebook, Instagram, tu es partout. Exactement. Moi, j'aurais une question pour lui. Vas-y, José. Ben oui, certainement. Alexandre, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Il y a des jeunes qui t'écoutent, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là qui se sentent pas bien, puis qui auraient comme ce que tu as déjà vécu, toi, puis qui sont même pas sûrs, j'ai-tu un problème, j'ai-tu pas un problème, c'est-tu l'isolement ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là ce soir? Ben, premièrement, parce que c'est sûr que ça nous parle beaucoup, puis j'ai commencé à avoir des problèmes avec la maladie mentale étant au secondaire, que tu sois sûr ou non si ça va pas bien, parle-en, au moins, premièrement, dans la main, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là pour t'écouter, il y a plus de gens qui t'aiment que tu pourrais les croire, ça c'est sûr et certain, et surtout, même si ça va pas bien en ce moment, c'est pas une finalité, pas du tout. Ça veut pas dire que ta maladie mentale, si c'est le cas, si t'en as une, ou simplement ta dépression, ta déprime, va te contrôler. Il y a énormément de solutions, il y a moyen de faire des choses, puis ta vie sera pas éternellement malheureuse. Ça nous arrive, hein, on fait le pas bien, peut-être que justement le confinement aide pas à cette situation-là, mais c'est malgré tout, c'est pas une finalité, mais ça a l'air dur. Ce qui fait que, aie pas peur d'en parler, aie pas peur surtout de demander de l'aide, parce que c'est pas quelque chose qui va se régler tout seul. On a souvent de l'orgueil, on a l'impression un peu que des fois, juste en travaillant fort, que ce soit, ça va changer, mais des fois, c'est pas le temps de travailler fort, puis simplement de penser à soi puis de s'aider. Donc, prenez soin de vous, puis ayez pas peur de demander de l'aide, puis de changer les choses. Alexandre, c'est correct, on est en direct. Mais tu sais, tout passe. Moi, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut qu'on se dise. Tout finit par passer. C'est ça ton beau message. Puis, vite de même, là, on s'est parlé il y a 2 semaines, j'ai aimé ça, que tu me parles de ce que tu fais, toi, pour te débrancher des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille le bois. J'ai comme hobby, j'ai l'historique. Fait que ce qui fait que je m'en vais dans ma shop à bois qui est située sur la ferme familiale où j'ai pas au réseau, fait que même si je voulais être sur Instagram, je peux pas. Ce qui fait que je passe quand je peux me le permettre, des 8 heures où je suis juste dans la poussière, puis je travaille, je fais des petites affaires, des petits projets, je gosse des
j'en retravaille, je fais des meubles. C'est un petit bonheur à moi que j'ai découvert que la pandémie m'a permis aussi de découvrir. En fait, j'ai permis de consacrer mon temps à 100% là-dedans, étant donné que je ne peux pas faire de spectacle considérant les normes sanitaires. Alors, j'ai malgré tout réussi à me faire plaisir et à être bien à travers tout ça. Merci. Merci, Alexandre, Ça d'avoir fait été là. plaisir. Bonne Merci soirée. à vous. Alexandre Forest est humoriste et parle ouvertement de ses propres problèmes de santé mentale. C'est un beau message d'espoir. Marc-André, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aurais envie de t'entendre un peu sur la manière dont il en a parlé avec beaucoup de calme, d'assurance, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates dans ta pratique que peut-être un virage générationnel chez les jeunes, d'être plus capable de s'ouvrir facilement par rapport aux problèmes de santé mentale? Bien, il parlait beaucoup de la masculinité, tu sais, le modèle traditionnel, là, qu'un gars, ça pleure pas, puis que c'est honteux et c'est un signe de faiblesse, etc. Il y a des progrès qui se font heureusement, parce que dans le fond, cette image-là est complètement utopique. Puis souvent, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on a des gars qui sont tristes, mais plutôt que d'être tristes, ils vont être en colère. Ils vont être irritables. Donc, les gens autour vont s'éloigner. Puis, ces jeunes garçons-là, je pense qu'ils ont accès à des modèles qui sont un peu plus diversifiés aussi. C'est pas là, de génération en génération. Il faut que tu ailles vraiment là, bûcher, travailler dur. Puis on n'a pas à juger ces générations-là parce qu'à la limite, ils ne pouvaient pas être en contact avec leur vulnérabilité. La vie était tellement dure qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais aujourd'hui, je pense que là, on peut se permettre de prendre soin de soi, de se montrer vulnérable. On va juste être gagnant, puis chaque émotion a sa raison d'être. En même temps, on parle d'une génération qui va peut-être chercher un petit peu plus d'aide, Marc-André, mais peut-être une question délicate que je vais aborder avec toi. Il y a un profil de jeune homme qui, souvent, tu as parlé de la colère, tout ça, va éclater de façon violente. Bon, il y a eu les événements sinistres de la fin de semaine dernière à Québec. Quelle part la maladie mentale a joué là-dedans? On laissera le procès, le processus de justice se suivre. D'ailleurs, je en profite pour offrir mes condoléances à toutes les victimes et familles des victimes. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes-là, jeunes ou vieux? On peut penser à l'histoire de Wendake aussi, l'histoire sur la rive sud de Québec, dans le coin Saint-Apollinaire également, la famille Carpentier également. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand des hommes passent dans un point de non-retour et vont user de violence pour... Comment je pourrais dire ça? Au lieu de verbaliser leur douleur, vont user de violence. Bien, je ne peux pas parler pour ces situations-là particulières parce que je ne connais pas les détails de ces situations-là. Je peux parler de ce qu'on peut voir à l'occasion. Puis souvent, c'est des gens pour qui se montrer vulnérable, c'est absolument pas envisageable. Puis c'est honteux. Puis c'est des gens, des fois, qui vont avoir une idée, une espèce d'idéal d'eux-mêmes, que dans la vie, ils se voyaient à telle place et qui sont comme incapables de dire, bien finalement, c'est pas ça qui va arriver. Il arrive des événements qui font en sorte que les plans ne se réalisent pas, ils ne sont pas capables de se remettre en question, ils ne sont pas capables de pleurer, ils ne sont pas capables d'exprimer leur détresse, ils restent seuls, ils s'isolent avec des pensées qui deviennent de plus en plus inquiétantes. Une pensée de s'en prendre à quelqu'un d'autre, normalement, c'est supposé être un signal d'alarme. C'est supposé, ça va vraiment pas. Une idée suicidaire, ça veut dire que ça va pas. Une idée de s'en prendre à une personne dont on est supposé prendre soin, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Et là, maintenant, il faut faire 911 pour soi-même et dire « Hey, ça m'a passé par la tête ». Pour qu'il se passe quelque chose avant qu'on en arrive à commettre des gestes qui sont irréparables. Mais malheureusement, quand la personne s'isole, qu'elle a honte, c'est comme si la souffrance prenait le contrôle de son cerveau, puis qu'elle n'est plus en contact avec ses valeurs, elle n'est plus en contact avec ses priorités. Et c'est là qu'il peut y avoir des gestes qui n'ont aucun bon sens et qui ne devraient jamais se produire. Il faut aller chercher de l'aide avant. Quand la personne commence à avoir des éclats de colère qu'elle n'avait pas, quand elle ne dort plus, quand elle est irritable, quand elle ne tolère plus rien, c'est assez de signes, ça. Ça veut dire que là, ça ne marche plus. Allez pas voir plus loin, ça ne servira à rien. Allez chercher de l'aide tout de suite. Puis dites-le ce qui vous passe par la tête pour avoir l'aide dont vous avez besoin. Le verbaliser, donc, en parler à quelqu'un de confiant. Si vous venez de vous joindre à nous via Facebook Live, merci d'être là, premièrement. Vous assistez à la table ronde, ça va-tu vraiment bien? Une table ronde sur la santé mentale, où on vous pose d'ailleurs la question, ça va-tu vraiment bien, avec des experts, avec différents invités en tout temps. Vous pouvez interagir avec nous en nous posant une question via le Facebook Live ou en nous racontant une anecdote, il n'y a pas de problème. On va se charger de vous raconter ça en direct également. Sans plus attendre, on va aller rejoindre notre seconde invité. On a parlé de santé mentale, de maladie mentale également avec notre premier invité, avec Marc-André également. Maryse Beaulieu de la Fondation Cerveau. Bonjour Maryse. Bonjour.
D'abord, merci d'être là ce soir. Tu nous as sans doute entendu parler un peu de santé mentale, de maladie mentale à la Fondation Cerveau. Vous essayez d'offrir un espoir de guérison aux personnes touchées par une maladie neurologique mentale, par une dépendance également. À première vue, quand tu vois le climat social actuel, davantage de détresse psychologique, davantage de cris d'alarme qui sont lancés de part et d'autre sur les médias sociaux ou en public, quel message d'entrée tu aimerais livrer aux gens qui souffrent en ce moment? Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses. La différence, en fait, il y a la santé mentale puis il y a la maladie mentale. Et puis, l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que, en fait, si on changeait le mot mental par cerveau, ça changerait bien la donne parce que ça rappellerait aux gens que le cerveau, c'est un organe. Oui. C'est pas une maladie qui arrive de nulle part. Alors, si quelqu'un avait un problème avec son rein, il irait consulter puis il se poserait pas la question. Il n'aurait pas honte, il ne serait pas mal à l'aise avec ça, puis il ne se poserait pas la question quel est le tabou par rapport à ça. Donc, si à la base, on changeait notre vocabulaire, ça aiderait. Alexandre a été le premier ce soir à mentionner la maladie mentale. Mon Dieu, il a dit j'ai une maladie, j'ai un trouble du cerveau, c'est donc bien épouvantable. Mais tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'a pas un diagnostic. Je veux en fait ce soir vous dire, mais il y a les signes que la santé mentale va moins bien, puis il y a les symptômes, les diagnostics des maladies du cerveau. C'est deux choses. Les gens ne vont pas bien actuellement, mais tout le monde n'est pas malade, puis tout le monde a besoin de courir vers l'urgence psychiatrique. Les gens ne vont pas bien, ils sont différents de ce qu'ils étaient avant, puis ils ressentent des choses qu'ils n'ont jamais ressenties. Ça, c'est correct, puis moi, la première, je le disais à plusieurs reprises, c'est pas mon genre, puis des fois, j'ai une boule dans l'estomac, puis des fois, j'ai des papillons qui me disent « OK, j'ai des premiers signes qui me disent « C'est moins le fun de ce temps-ci. Qu'est-ce que moi, je vais faire pour prendre soin de ma santé? » Il y en a qui vont décider, comme toi, par exemple, comme tu l'as mentionné tantôt, en prévention, d'aller voir un psychothérapeute. Tu t'es pas allé en courant à l'urgence psychiatrique en disant « Mon Dieu, internez-moi, ça va pas bien. » Dans le mot interné n'est pas très bon ici, là, mais c'est dans les perceptions publiques là, qu'on parle comme ça. Oui. Mais en fait, il faut prendre soin de sa santé mentale, des premiers signes, des signaux d'alarme qu'on a, se dire, ben peut-être que mon sommeil n'est pas adéquat, ma routine n'est pas adéquate, je manque de lumière, je devrais faire un peu plus d'activité physique. En fait, qu'est-ce qui me ferait du bien? Quels sont les signes que je vais moins bien? Est-ce que je dors mal? Est-ce que, par exemple, je m'isole? Ou, en fait, quand je vois quelqu'un ou je parle à quelqu'un qui me fait du bien, ça améliore ma santé mentale. Donc, tous ces signes-là, il faut être à l'affût de ça. Puis si ça dépasse les signes d'alarme, puis là, qu'on tombe vraiment dans les symptômes, isolement, intolérance, désorganisation, perte de mémoire, etc., là, on tombe dans les symptômes et ça s'en va vers plus un diagnostic peut-être et un besoin de consulter au niveau de la clinique. Alors, entre la sensibilisation, je dirais, ou la prévention, il y a aussi on ne laissera pas aller là, vraiment, ça va trop loin, puis les gens ne me reconnaissent plus. Et souvent aussi, les symptômes de maladie mentale, on ne se l'admet pas. On dit non, moi je vais vraiment très bien. Exact. Tandis que quand on a un problème de santé, on se dit ouais, finalement, ça va moins bien, je devrais peut-être faire quelque chose. Alors, c'est là où je veux qu'on fasse la distinction dans le vocabulaire, puis dans les façons aussi d'en parler. Parce que si on n'est pas capable de dire moi j'ai une maladie mentale, on est dans la honte au lieu d'être dans la vulnérabilité. Puis être vulnérable, il n'y a aucun problème avec ça. Mettre un genou à terre, là, c'est pas s'effondrer. Là. On a tous le droit d'avoir un moment où on est vulnérable. Il faut se donner ce droit-là. Puis tantôt, je t'entendais dire, il faut en parler, puis il ne faut pas avoir honte. Ben oui, mais il faut aussi être capable d'écouter. Puis être capable d'écouter quelqu'un qui va pas bien, tu le dis, c'est pas simple, mais c'est pas grave de dire, écoute, je sais pas quoi te dire, mais ça me fait plaisir de t'écouter. Puis demain, je jugerai pas en me disant, ouais, il est rendu faible un peu, il va moins bien. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, j'ai une émotion qui est moins positive. Je te l'ai dit, ça me fait du bien. Puis ensemble, on va trouver des solutions pour aller mieux demain matin. Donc, moi, le message que je veux dire aux gens, c'est écouter. Oui, en parler, c'est une chose, mais apprenez à écouter. C'est tellement important d'écouter les gens alentour de nous parce que souvent, ils vont nous lancer des cris d'alarme ou seulement des petits signaux qui vont dire « Hey, écoute, si tu m'écoutais, ça me ferait du bien. » Mais Marie, c'est important ce que tu dis sur le plan du vocabulaire en parlant du cerveau comme étant un organe, quelque chose de matériel. Tu sais, mettons que mon char, il va pas bien, là, on est en période de changement de pneus, vous allez changer vos pneus, puis les roues, ils lâchent ou ça roule pas bien, vous n'allez pas faire l'autoroute jusqu'à Montréal avant d'aller changer. Mais c'est pas facile. Et ça, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Quand je me reporte il y a 5 ans, lorsque j'ai commencé à mal me sentir, puis à sentir ces fameux signaux dont tu nous parles, Maryse, d'être capable justement de l'accepter puis de se dire « Oh, j'ai un check engine pour ma tête ». C'est pas facile à accepter ça.
Hein? As-tu des trucs ou des... je pense qu'on part avec un bon point de départ avec le vocabulaire, mais as-tu des trucs à donner aux gens qui se disent, oui, je suis capable de réaliser que je suis peut-être pas à 100% présentement, je réalise que c'est pas normal, mais faire le pas vers la consultation ou en parler à quelqu'un, je me sens pas encore capable, quel serait le meilleur truc ou la meilleure façon de procéder? Ben, en fait, je pense qu'avant de penser à la consultation, il faut penser à qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis, nous, notre slogan, c'est changer les perceptions parce que dans le fond, notre rôle à nous, c'est d'accompagner les intervenants qui sont des cliniciens et qui, à tous les jours, voient des personnes qui ont des diagnostics, donc qui sont dans la maladie. Notre rôle à nous, c'est d'informer assez bien les gens pour pas que ça se rende à ça. Tu sais, dans le fond, si tu laisses aller un mal de dos pendant 10 ans en disant c'est juste un mal de dos, ben, j'ai un mal de dos, j'ai un mal de dos, puis tu le répètes, puis ouais, mais tu sais, je continue mes activités. Peut-être qu'un jour, tu vas aller consulter pour vrai, puis il va être trop tard, c'est quelque chose d'autre qui va s'être aggravé. Donc, c'est la même chose. C'est de se dire, je prends soin de moi. Il n'y a pas de honte à ce que ce soit l'organe qui est le cerveau qui ait de la difficulté au lieu d'un autre organe. Je le sais que c'est facile pour moi de le dire, je suis là-dedans tous les jours, puis je le sais qu'aujourd'hui, c'est facile. On a une table ronde qui parle de ça. Mais de se dire, écoute, moi, je ne suis pas obligée de le dire à personne non plus que je trouve un psychothérapeute, que je parle à quelqu'un au CLSC. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à personne si vous ne voulez pas. Parlez-en à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Déjà, ça va vous aider. Mais de l'aborder, je vous le dis, il y a tellement de gens autour de vous qui vont dire, hey, moi aussi. Puis de le dire, puis de se sentir accepté, parce que c'est vrai qu'on ne va pas toujours bien actuellement. En même temps, il ne faut pas non plus, je pense, toujours juste parler de ce qui va mal, mais de se dire, il y a aussi des choses qui vont bien. Puis, en fait, en abordant le sujet avec des proches, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans, puis juste ça, ça va être déjà un pas de fait. Puis, il y a plein de gens qui vont pouvoir vous donner des ressources. Fait que si c'est de prendre une thérapie par la semaine, par exemple, si vous ne dormez pas bien, c'est pas nécessaire. Ouais. Le seul... la notion de ne pas utiliser un psychothérapeute ou un psychologue ou quelque chose comme ça, ben, ça fait en sorte que on n'utilise pas un professionnel qui nous fait peur. Fait que parler de sommeil avec quelqu'un, avec un travailleur social, même juste avec votre médecin de famille. Alors, sans parler de médication, il y a plein d'autres formes d'aide qui existent qui vont peut-être être bénéfiques pour vous. Maryse, bonjour, je suis contente que tu sois là. Maryse, d'ailleurs, tu poses la question, ma belle Jodie, je veux juste te remercier de rendre ça possible aujourd'hui parce que c'est vrai que tu es une personne du cœur pour vrai, tu es une personne qui prend soin des gens pour vrai. Puis les personnes qui sont là aujourd'hui autour du Facebook Live vont sûrement bénéficier de ce qu'on fait. Fait que merci d'avoir pensé à faire ça aujourd'hui. Merci. Maryse Beaulieu, merci d'avoir été avec nous ce soir. Maryse Beaulieu de la Fondation Cerveau. Plusieurs éléments importants qui ont été nommés là-dedans. Marc-André, on a reçu un commentaire pendant l'entrevue avec Maryse que j'aimerais te lire, puis j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Moi, ce qui vient me chercher, c'est le jugement des autres par rapport à notre situation ou souffrance. Par expérience, il n'y a pas si longtemps, je vivais les pires heures de ma vie et en même temps, des étrangers osaient juger ma vie sans même savoir qui j'étais avant le 8 juillet. Aller chercher de l'aide n'est pas toujours facile. Marc-André, José, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Non, mais c'est sûr qu'aller chercher... On dit, on a beau le répéter, mais attendez-vous pas à ce que ça soit facile. Puis, il y a des gens qui ont des préjugés à l'égard de la santé mentale. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Il y a des gens qui sont tellement inconfortables avec leur propre monde intérieur, avec leurs propres émotions, que s'ils voient une personne qui vit des difficultés, ils vont avoir plus tendance à dire « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Puis pourtant, ces gens-là auraient peut-être vraiment eux-mêmes avantage à faire une réflexion. Puis un autre élément que je trouve important de dire aussi, des fois, il y a des gens qui ont l'air de bien aller. Mais on sait, la personne elle vit une rupture, elle vit une perte d'emploi, mais elle est souriante, on l'a croisée il n'y a pas longtemps, elle avait du fun. Prenez jamais ça pour acquis. De ce qu'a de l'air la personne, là, et méfiez-vous de ça. Si vous savez que quelqu'un vit des difficultés, même s'il a l'air de bien aller, prenez les devants, posez la question, trouvez un moment. Écoute, j'ai su que tu vivais un moment difficile, tu as l'air bien, mais j'aimerais ça que tu m'en parles, puis je veux que tu saches que je suis là si tu as besoin. Puis, je pense que c'est important de souligner que l'auteur de ce message, c'est Mme Amélie Lemieux, la maman de Romy et Nora. Oh. Et on la salue. Amélie, bonsoir et merci d'être avec nous. Amélie, merci beaucoup pour ton message. On pense très, très fort à toi. Notre prochaine invitée devait être avec nous, malheureusement pour des circonstances hors de son contrôle, c'est-à-dire sa petite fille qui s'est cassée le bras.
à l'hôpital. C'est difficile d'établir la communication. Josée, j'aimerais quand même que tu nous lises le message que notre invité, que j'aimerais que tu nous présentes aussi, qui devait être avec nous et qui est porte-parole de Deuil Jeunesse. Malheureusement, elle ne peut pas être là, mais elle a quand même écrit un beau message pour nous. Alors, on est un peu oiseau de malheur pour Mélissa. Ça fait 2 événements qu'on doit avoir avec elle et elle se retrouve à l'hôpital au moment de ces événements. Et la dernière fois, c'est par sa grossesse qu'elle a été appelée à l'hôpital. Cette fois-ci, c'est sa fille qui s'est cassé le bras cet après-midi. Alors, et elle n'avait plus de batterie sur son téléphone pour être avec nous. Alors, bon, écoutez. Ce que ça nous dit, c'est que dans la vie, il faut s'adapter. Absolument. On s'adapte. Et ce qu'elle veut nous dire, c'est ceci. J'y vais. Allô, les amis. En raison de circonstances hors du commun, je ne pourrai malheureusement assister au live de ce soir. J'aimerais quand même que vous lisiez ce petit mot. Je sais qu'en ce moment, la situation est délicate et que ça va bien aller nous irrite au plus haut point. Je suis chanceuse malgré la pandémie. Je n'ai perdu personne près de moi. Je suis vraiment de tout cœur avec ceux et celles qui vivent le deuil présentement ou qui sont en attente de rendre hommage à un être cher disparu. Ce qui me rendrait le plus triste de perdre quelqu'un durant cette pandémie, ce serait de ne pas pouvoir rendre un hommage comme avant. J'espère que vous passez quand même de beaux moments en famille. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de sagesse. Ouvrez-vous aux autres, soyez généreux envers les autres, tolérants envers les gens et aimez-vous plus que jamais. On a besoin d'amour. Mélissa. Alors, avec Mélissa, c'est de ça qu'on aurait parlé. Ouais. Fait que je vais y aller. Hein? Je vais y aller. Certainement, parce que Josée, tu es l'instigatrice, tu es la fondatrice de Deuil Jeunesse. Et malheureusement, c'est peut-être avec ça que je vais te lancer, pendant des mois de temps. Pendant la première vague de COVID-19, à 13 h, tout le monde se rassemblait devant François Legault pour entendre le chiffre fatidique. Combien de personnes avaient perdu la vie suite à la COVID-19? Le deuil prend beaucoup de place en cette année 2020. J'aimerais que tu nous en parles. Comment vivre le deuil en 2020? Ouf, c'est quelque chose. Premièrement, c'est quelque chose dans toutes les autres années. Hein? Alors, je sais pas si... tu sais-tu, toi, Marc-André, comment décèdent de gens à peu près au Québec par jour? J'ai aucune idée. J'ai jamais suivi autant le nombre de décès par jour depuis que je suis la COVID, mais autrement, je ne sais pas du tout. Alors, les statistiques nous disent qu'habituellement, hors COVID, parce que là, on n'a pas les statistiques actuelles, c'est à peu près 180 décès par jour qu'il y a au Québec. Alors, il y a 180 personnes par jour multipliées par, OK? Parce qu'il n'y a pas juste une personne. Donc, actuellement, de ceux qui nous entendent, il y a probablement une énorme proportion de gens qui soit vivent la mort d'un être cher, vont la vivre, donc doivent accompagner à distance une personne qu'ils aiment, c'est pas rien non plus, ou viennent de recevoir un diagnostic, doivent se présenter à l'hôpital et sont seuls pour aller à l'hôpital. Alors, tout ce qui entoure actuellement là, la maladie, la mort, c'est vraiment pas rien. Alors, comment on vit ça? Écoutez, il faut comprendre que le deuil, c'est un état. OK? Alors, ce sera toujours un état. Mais ce que la COVID vient amener, c'est l'isolement. Le fait de devoir avoir des rites funéraires, j'en profite pour dire, vous voyez passer les commanditaires là, depuis le début. Il y a une grande majorité de commanditaires qui sont des maisons funéraires ou des gens associés. Vous comprenez qu'à Deuil Jeunesse, on est très près de ces gens-là, alors je dois vraiment les remercier. C'est important, les rites funéraires. Hein? Je me permets une petite parenthèse parce qu'il y en a qui disent, bon, est-ce que c'est si grave que ça que les gens ne puissent pas vivre les funérailles en famille, les expositions des corps? Vous savez que les anthropologues, les archéologues ont commencé à dire que réellement l'être humain, sapiens, est devenu sapiens quand il a commencé à enterrer des objets, à avoir des rites funéraires avec les êtres humains. Donc, ça nous rend profondément humains, le deuil. Écoutez, clairement. Puis, les gens qui meurent par COVID peuvent pas avoir les mêmes rites que ce qu'ils ont écrit dans leur testament. Exact. S'ils voulaient être exposés, c'est pas... Bon, il y a des choses très particulières. Il y a de devoir choisir 25 personnes pour les funérailles, par exemple. C'est cruel. Il y a des conflits, il y a des conflits de loyauté, il y a toutes sortes de choses qui naissent de ça. Alors, bon, on pourrait se dire que c'est un impasse. Hein? Ça, ce serait la façon la plus facile. J'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, premièrement, là, c'est parlez-vous, essayez d'être créatif. Il y a une personne qui peut aller au chevet d'une personne qui est malade, mais il peut en avoir plusieurs sur nos téléphones en même temps, par exemple, qui sont présents.
soyons créatifs. Mélissa le disait, elle n'aurait pas voulu, puis c'était ça la question que j'avais à lui demander, c'est si tu avais vécu la mort de ta mère, toi, dans le temps de COVID, oui. comment tu penses que tu aurais vécu ça en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent? C'est pas facile pour eux non plus, mais est-ce qu'on peut se dire, OK, là, on a les rites qu'on peut avoir, mais peut-être que dans 2 ans, on pourrait faire une cérémonie autrement, ressouligner comme on aurait voulu. Moi, je crois que les gens, là, ils vont devoir beaucoup utiliser la créativité. Puis, les jeunes sont bons pour ça. Fait que, tu sais, les jeunes qui sont touchés actuellement, là, puis qui ont des idées, qui diraient « Hey, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Écoutons-les. Ça, c'est vraiment important. Alors, non, c'est pas pareil, mais on n'y peut rien. Il y a des règles actuellement qui sont à respecter. Ben oui, exactement. Alors, là, moi, ce que je dis aux gens, c'est enfin, là, Facebook, là, bien, partez-vous des groupes, parlez de la personne qui est décédée, faites-le. Mettez des photos, des vidéos, des choses comme ça pour qu'on puisse se remémorer, parce qu'il n'y a rien de mieux que le souvenir. Faites-les, les rites funéraires, pareil avec Bonne les idée rites. d'échanger des photos, d'échanger des souvenirs. C'est vraiment une bonne idée. Faites-les, les rites funéraires, dans les limites. Allez-y parce que c'est nécessaire. Sinon, ce que les gens endeuillés nous disent, c'est comme si la parenthèse ne se ferme pas. Fait que déjà que la parenthèse de COVID ne se ferme pas, bien là, si en plus les parenthèses des décédés autour de nous, ça ne se ferme pas, Parce ça que va pas bien. Beaucoup de parenthèses en 2020. Là. Énormément. Ponctuation puis de choses pas faciles en 2020. Alors, fermez ce que vous pouvez fermer. Vous reviendrez plus tard à quelque chose de différent. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je suis de tout cœur, moi, avec les gens actuellement qui vivent tout ça, la maladie, isolés. C'est pas drôle de devoir aller avoir notre traitement de chimiothérapie puis que la personne nous attend à la porte et non à nos côtés, à nous tenir la main. Mais alors, allons-y avec une belle lettre qu'on va demander à nos enfants de nous écrire. Écris une lettre, puis pendant son traitement, maman va le lire. Faut y aller avec créativité. On n'a pas le choix, là. Il faut qu'on sorte du cadre habituel. C'est pas habituel, bien, il faut sortir de ce cadre-là. Voulais-tu prendre un instant pour remercier nos partenaires pour le Fonds d'entraide? Bien, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que faire l'événement d'aujourd'hui, on a voulu que ce soit professionnel. Hein? Alors, c'est quand même On pourrait être chacun dans notre sous-sol avec notre téléphone. Mais je ne sais pas si les gens On est en voient, là, mais studio. dans notre logo, il y a le personnage qui se balance. Pour vrai, je trouve ça magnifique. Mais pour faire ça, on a eu une certaine dépense. On est allé chercher des partenaires extraordinaires. Vous les voyez défiler. Je leur dis merci, puis il est resté un petit peu de sous. De ces commandites-là. Et on est à placer vraiment parce qu'on a beaucoup plus d'appels à Deuil Jeunesse. On n'a pas plus d'argent, mais on a plus d'appels. Donc, j'ai besoin, moi, de plus de ressources. Puis, on est en train de bâtir notre ligne rouge, un système où on va pouvoir vraiment répondre de façon efficace aux gens, où on va pouvoir être dans les événements d'exception, les accompagner. Alors, je veux vraiment dire merci les commanditaires. Grâce à vous, on a une belle soirée. Ça va bien. Je ne sais pas comment il y a du gens actuellement. On aurait-tu, j'ai aucune idée. Mais je trouve ça vraiment agréable, les échanges. Je suis certain que les gens sont au rendez-vous et j'imagine qu'en régie, ils pourront peut-être nous donner un aperçu de la quantité de gens qu'il y a. En passant, si vous venez de vous joindre à nous, vous assistez à la table ronde, ça va-tu vraiment bien? Instigation de Deuil Jeunesse. Je m'appelle Jean-Simon Buis, je suis animateur de radio et je suis très content de vous accueillir. Vous avez des questions, vous voulez interagir avec nous, on est via Facebook Live sur la page Facebook de Deuil Jeunesse et on a une panoplie, un beau panel d'invités pour tenter de répondre à des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais on fait notre possible pour au moins on peut amener des pistes de solutions. Je suis très content de parler à notre prochain invité qui va pouvoir nous donner des chiffres, des statistiques sur un phénomène qui est inquiétant, toujours inquiétant. On sait qu'au Québec, on ne fait pas une très bonne figure sur le plan des statistiques de suicide à travers le monde. Et je dois dire que dans les dernières semaines, les derniers mois, on voit sur les médias sociaux plusieurs personnes qui mentionnent il y a plus de suicides, des vagues de suicides à cause de la COVID-19, à cause du confinement. Qu'en est-il réellement? On va les demander au directeur de l'Association québécoise de la prévention du suicide, Jérôme Gaudreault. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour à tous. Alors, la question d'entrée de jeu, Jérôme, est-ce que réellement, présentement, il y a plus de suicides au Québec? Bien, effectivement, c'est une question qu'on se fait poser régulièrement parce qu'étant donné la situation de la pandémie, de l'inquiétude ambiante qui est générée par cette situation-là, hein, l'isolement, le fait qu'on voit les gens perdre leurs emplois, les entreprises qui sont en péril, le traitement médiatique aussi, qui n'est pas toujours très rassurant. Donc, c'est certain que ça a un impact sur l'état de santé mentale de la population. On a des études qui commencent à... On entend parler
on entend parler de perte d'emploi, donc on s'inquiète pour nos proches, les personnes aînées. Donc, tout ça fait en sorte qu'il crée un état, une ambiance qui peut être très inquiétante et qui nous amène à penser logiquement qu'il pourrait y avoir une augmentation du nombre de décès par suicide. Donc, nous, c'est une question qu'on s'est posée immédiatement dès le début du confinement. Et on est allé voir auprès du bureau du coroner pour s'informer, parce qu'au Québec, c'est le bureau du coroner qui détermine les causes de décès, notamment celles par suicide. Et selon ce que le coroner nous explique, nous partage, c'est que depuis le début de la pandémie jusqu'au 31 octobre, donc on a reçu les dernières informations cette semaine, il n'y aurait pas eu d'augmentation du nombre de décès par suicide. Alors, en fait, pas plus qu'il y a actuellement à la même temps. Et la raison qui expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il y a aussi des facteurs de protection qui rentrent en ligne de compte. Il y a des facteurs de risque, on en a parlé, isolement, perte d'emploi, il y a aussi des facteurs de protection. C'est quoi ça, les facteurs de protection? C'est ce qui nous apporte du positif dans notre vie. Par exemple, on sait qu'une personne âgée dans notre entourage est isolée. Et à ce moment-là, on s'organise, il y a un réseau d'entraide qui se met en place pour faire ses questions, faire ses achats, par exemple. On a mis en place la PCU qui vient apporter un soulagement financier aux personnes qui perdent leur emploi. L'être humain a une très, très grande capacité d'adaptation. Et le fait, je vous dirais, le fait qu'il y a espoir. La pandémie, elle ne durera pas éternellement. On a un jour un vaccin qui va être donné à toute la population. Il va faire en sorte qu'on va pouvoir recommencer à vivre comme on... Non, je dirais pas nécessairement comme on vivait avant, mais du moins normalement. Et c'est tout le contraire d'une personne suicidaire. Une personne suicidaire, c'est une personne qui n'a plus d'espoir. C'est une personne qui pense que la situation ne changera jamais, que la situation, personne ne peut l'aider. Or, avec la pandémie, on sait que ça va changer. Donc, pour ça, c'est les raisons qu'on présente qui ont fait en sorte qu'on n'a pas constaté d'augmentation de décès. La moyenne est quand même préoccupante, la moyenne en général, depuis les 15 dernières années. Elle se situe à peu près à 3 décès par suicide par jour au Québec. Ce sont des chiffres, je vais avouer, que je trouve épouvantables quand même. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que c'est une immense question, mais comment on peut continuer de passer le message à quel point le suicide, c'est une solution permanente à des problèmes temporaires? Peut-être qu'à la maison, présentement, vous filez un mauvais coton. Comment on peut passer ce message-là, Jérôme? Bien, c'est un message qu'on répète continuellement. Hein. Si vous n'allez pas bien, si vous pensez que le suicide pourrait être une solution pour mettre fin à votre souffrance, la première chose à faire, c'est qu'il faut en parler. Il faut aller auprès de nos proches. Si on n'en a pas parlé, de faire appel aux professionnels. Il y a notamment la ligne 1866 appel qui est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui permet d'avoir une aide immédiate avec un intervenant qui est formé. C'est suicide.ca aussi qui a été récemment lancé, qui permet d'avoir une aide en ligne. Donc, tout ça, ce sont des ressources qui nous permettent justement d'aborder la question du suicide. Puis ça peut être pas simplement pour nous, mais ça peut être aussi pour un proche qui nous inquiète. Hein. On voit les choses aller, tout à coup, comportement étrange, habitude de vie qui semble se détériorer, ne mange plus, orientation, consommation. Donc, tout ça, ça peut être des facteurs qui sont inquiétants. Donc, si on ne sait pas comment aborder cette question-là, on peut appeler l'intervenant qui va nous aider. Ceci dit, il y a de l'espoir. Les taux de suicide, bien qu'il y ait encore 3 décès par suicide par jour, ce qui est beaucoup, les taux de suicide ont baissé constamment depuis le début des années 2000 au Québec, notamment chez les jeunes, parce que justement, on a réussi à s'organiser, faire en sorte que le filet de sécurité autour des personnes plus vulnérables est repéré. On est capable de repérer plus rapidement les personnes qui sont à risque. On sait quoi faire. Donc, tout ça a pu contribuer justement à faciliter la sécurité des gens. À l'association, est-ce qu'on remarque qu'il y a plus de volume d'appels, ce qui peut être un bon signe au fond parce que les gens savent maintenant à qui s'adresser? Est-ce que le volume d'appels augmente pour demander de l'aide? Oui, on a constaté dans les dernières semaines, notamment dans les centres de prévention du suicide qui répondent à la ligne 186 appels, il y aurait une augmentation d'à peu près 20 d'appels et c'est beaucoup relié effectivement à la COVID. Donc, c'est un bon signe. Ça veut dire que les gens demandent de l'aide, savent où s'adresser. Donc, ce qui peut contribuer à améliorer l'état de santé de la population. Jérôme Gaudreault, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait grand plaisir. Jérôme Gaudreault est président de l'Association québécoise de prévention du suicide. J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus sur la question du suicide. Josée, toi qui accompagnes des gens dans le deuil, il doit y avoir une incompréhension supplémentaire quand un proche s'enlève la vie. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est chaque
type de décès a ses particularités. Ça, c'est la première chose. J'ai pas le goût qu'on vienne dans des comparaisons. Je trouve déjà que tout le monde se compare trop facilement. Alors, il y a des particularités quand c'est la maladie, hein. La maladie, là, c'est voir dépérir une personne qu'on aime. On avait un petit garçon cette semaine qui disait « Moi, mon grand-père ne se rappelle pas de mon nom. C'est atroce. C'est très difficile. Alors, il y a des choses qui sont très reliées à la maladie. Il y en a par rapport à la mort subite, l'homicide et oui, le suicide. Le suicide, c'est l'abandon affectif. C'est comment expliquer qu'une personne qui m'aime puis qui me disait hier qu'elle m'aimait a fait ça aujourd'hui. Alors, c'est des questionnements qui restent. Il faut juste faire attention de ne pas penser qu'il y a juste dans le suicide qu'il y a de la culpabilité, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On dit à nos enfants, arrêtez de vous chicaner, vous allez nous rendre malades. Puis là, oups, maman a un cancer. Bien, les enfants peuvent se sentir très responsables aussi. Hein? Quelqu'un qui emprunte l'auto, j'ai prêté l'auto à mon fils. Puis il est mort. Alors, donc, il faut vraiment voir chaque type de décès, de voir les particularités. Puis j'aurais aimé que Jérôme nous parle tout à l'heure de ce qu'il y a maintenant. Tu sais, on parlait de notre écran. Bien, maintenant, les jeunes ou même les adultes peuvent signaler leur détresse par texto. Oui, suicide.ca. Suicide.ca. Puis je trouve ça intéressant qu'on fasse des choses pour les jeunes. Tout à l'heure, Maryse, on en avait déjà parlé. La santé mentale, c'est pas juste une question d'adulte, hein? C'est une question d'enfant aussi. Puis, de façon précoce, il faut qu'on fasse attention à nos enfants. Puis là, on a des outils pour pouvoir le faire parce que c'est eux, plus tard, hein, qui vont être ceux qui, un jour, vont se dire à 23 ans, hein, comme Alexandre, « Hey, ça va pas bien, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, ça, c'est vraiment important aussi de prendre en compte ça. Donc, les jeunes, il y a une possibilité d'écrire si vous n'allez pas bien. Vous pouvez le faire par texto, puis je pense que c'est important. Et l'anxiété est un peu un mal qui ronge la jeune génération. On le sait, hein, les taux d'anxiété, les prescriptions d'anxiolytiques, notamment chez les jeunes femmes, sont très, très élevées. Quels sont les signaux avant-coureurs, par exemple, lorsque l'anxiété devient très envahissante? Où est-ce qu'il faut consulter ou lancer un signal d'alarme, Marc-André? Bien, il y a une partie de la réponse dans la question, dans le fond, c'est quand ça commence à être envahissant. C'est la place que ça prend. Si on est constamment dans des ruminations, dans l'appréhension, dans l'impression que le pire peut arriver n'importe quand et qu'on n'arrive plus à s'apaiser et que les moyens qu'on utilisait auparavant qui fonctionnaient, on aimait ça, aller courir, faire de la méditation, écouter de la musique, peu importe, que ces moyens-là, tout d'un coup, ils ne fonctionnent plus. Que de temps en temps, on peut utiliser la consommation, une augmentation de la consommation d'alcool, et pas pour avoir du plaisir en famille ou entre amis, là. Un peu comme une médication qu'on s'administre à soi-même dans le but de se calmer. On commence à éviter davantage. Ça nous stresse de voir du monde, ça nous stresse d'aller faire l'épicerie, ça nous stresse d'aller au centre d'achat, peu importe. Puis maintenant, avec la COVID, on a quasiment des bonnes raisons d'être stressé si on n'en avait pas avant. Donc, tout ça crée un climat qui fait en sorte que ça déborde et la personne s'épuise. Le système nerveux ne peut pas constamment être en état d'alerte. Ça devient épuisant. Et si en plus la personne se met à ne pas dormir à travers ça, tranquillement, l'estime de soi commence à se détériorer, puis la personne a l'impression qu'elle ne s'en sortira jamais. C'est là qu'il peut avoir des idées qui peuvent être inquiétantes. Donc, moi, je dis souvent, vous n'avez pas besoin de vous rendre jusque-là. Rendez-vous pas. Vous n'avez pas besoin d'aller voir plus loin. Là. Si vous trouvez déjà que ça ne va pas, faites quelque chose maintenant. Et en prévention d'anxiété, mettons quelqu'un qui dit, bon, présentement, moi, ça va bien, mais bon, la lumière diminue, oui. le soleil se couche plus tôt, ainsi de suite. Bon, je sens que ça pourrait mal aller. Quels sont les trucs, peut-être, je ne sais pas si tu peux faire un petit top 3 rapide, de trucs à mettre en place rapidement, là, quelqu'un qui se dit, OK, moi, j'écoute ça, j'écoute la table ronde, je me dis, moi, ça ne me tente même pas de me rendre aux premiers symptômes, aux premiers signes avant-coureurs. Tu peux y penser, José, aussi des trucs, si tu en as en tête. Là. Ben, des trucs, peut-être un petit top 3, là, Marc-André. Oui, ça, c'est très, très, très subjectif. Moi, je trouve ça drôle. Des fois, j'arrive comme ça, puis les gens, prendre un bain chaud. Oui, on prend un bain chaud, je veux dire, il y a plein de monde que ça fait absolument rien dans la vie de prendre un bain. Mais c'est ça. Mais l'idée, dans le fond, c'est de faire une réflexion, de dire, écoute, là, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui m'aidait auparavant? Il y a beaucoup de gens que la nature. Tu sais, déconnecter des appareils, déconnecter de la frénésie, de l'agitation, du travail, de se retrouver seul dans la forêt, prendre le temps de respirer. Ça, les gens, ils ont arrêté de faire ça. Puis c'est assez important dans la vie de respirer. Oui. S'arrêter,
Puis juste de dire, OK, là, je suis là, je sens mes pieds par terre, mes mains sont là, juste dans ce qu'on appelle la pleine conscience, prendre des moments comme ça d'arrêt pour se concentrer juste sur sa respiration. Centrer l'air rentre, l'air sort, puis essayer de ne pas penser à 50 affaires en même temps. Il y en a que ils vont se divertir, ils vont écouter une série, ils vont embarquer dans tout ça, puis ils vont décrocher un peu de l'actualité, des médias, des mauvaises nouvelles. À un moment donné, ça fait du bien aussi de se mettre le cerveau à off, d'écouter une comédie complètement ridicule qui n'a pas rapport avec rien de ce qu'on vit présentement, juste pour décrocher, et de gérer son temps d'exposition à l'information aussi. Tu sais, les médias sociaux, c'est le fun d'être en lien, on voit ce que nos amis y font, mais on est tous abonnés à un paquet de médias, on est bombardés. Puis quand ça fait 100 fois que tu as vu la même mauvaise nouvelle, je pense qu'à un moment donné, on a compris. Fait qu'il faut se retrouver puis décrocher tout ça. Se protéger un peu, ouais, Ah, c'est ça. oui. Puis pour cette espèce de moment présent, moi, personnellement, le contact avec mes animaux, par exemple, va beaucoup aider. Vous C'est savez, un des excellent animaux exemple. à la maison, un chien, un chat, prendre Oui. le temps d'interagir avec un animal, ça peut aider. Toi, José, des petits trucs personnels ou pour les autres? Il me l'a volé. Ton bain? Non. Non, mais peut-être que. Puis là, je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt. Je suis dans le concret. Moi, j'aime le concret. OK. mais Tant mieux. on entend Marc-André dire ça. Alors, pourquoi, là, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui se sentent jeunes ou pas, prenez déjà, écrivez ce qui vous fait du bien actuellement. Ben oui. Puis, un jour où ça va moins bien, là, bien, allez piger dans votre liste. Forcez-vous à faire parce que c'est ça aussi, c'est oui. qu'on oublie ce qui nous fait du bien quand ça va mal. Quand ça va mal, là, on aurait le goût d'être en pyjama, d'être assis, puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge autour de nous, puis qu'on voudrait que rien bouge. Mais savez-vous quoi? J'ai envie juste de dire, on a toujours le choix aussi. Il y a des choix à faire. Tu sais, prendre le téléphone puis appeler de l'aide, c'est un choix. Oui. Dire à un ami, hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, mais je ne vais pas bien, c'est un choix. Puis il va falloir, faut que les gens aussi fassent des petits choix, un petit pas à la fois. Des fois aussi, il n'y a rien qui te tente. Il n'y a rien, puis peu importe ce qu'on propose, il n'y a rien. À un moment donné, il faut comme virer ça de bord. C'est que c'est le fun quand tu as le goût de faire de quoi, puis là, tu penses à qu'est-ce que je pourrais faire, puis là, tu le fais, puis là, tu es content de l'avoir fait. Ça, c'est comme quand tout va bien. Mais ça arrive des fois dans la vie qu'il n'y a rien qui te tente. Donc là, il faut que tu passes par le Ça, comportement. c'est pas évident. Il faut que tu dises, regarde, ça ne me tente pas, pantoute, mais je vais aller prendre une marche. C'est bizarre un peu, mais on passe par le comportement, on le fait, puis une fois qu'on l'a fait, si c'est le moment le plus plate de votre journée, arrêtez, rentrez chez vous. Tu sais, je veux dire, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Là. Ouais. Mais demain, la marche va peut-être faire du bien. Oui, mais Et en c'est revenant ça. d'avoir été marché, ça se peut que vous... Ouais, ben finalement, ça m'a fait du bien. Fait que l'émotion, elle vient après. Tu sais, on n'a pas l'élan avant, mais après, on se dit, ah ben j'ai bien fait finalement. Puis peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par hasard ou peu importe quoi, mais faites-le. Qu'est-ce que vous répondez tous les deux à « J'aimerais ça prendre le temps de prendre soin de moi, mais j'ai pas le temps. » Parce qu'on court tout après le temps. J'ai l'impression, là, que je suis sûr que vous êtes plusieurs à la maison. Là. Si vous pourriez avoir 25 heures ou 26 heures dans une journée, vous les prendriez. On a reculé l'heure, là, ça Ouais, fait déjà ça ça en de fait gagner. une là. pendant une journée, c'est ça. Ceux qui se disent « J'ai pas le temps de prendre soin de moi », qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais c'est drôle parce que la COVID a plutôt amené aussi du temps à des gens. C'est vrai. Beaucoup plus. Peut-être un peu trop, même pour certaines personnes, mais quand même. Alors, ça a permis, tu sais, le télétravail, de s'arrêter, de passer moins de temps en auto, plus de temps chez soi. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé à réaliser, là, oh, du temps, c'est ça que ça fait. Ouais. Moi, là, je pense que, OK, pour tout le monde, c'est 24 heures une journée. Et ça, c'est partout sur la Terre, OK? Alors, il faut s'organiser aussi du temps. Il faut s'obliger à passer du temps pour soi. Puis ça peut être 10 minutes de méditation si quelqu'un, ça lui fait du bien. Quelqu'un d'autre, ça peut être de la lecture. On peut y aller par temps, par 5 minutes, par 10 minutes. C'est vrai, Et là, on apprend à se reconnecter à soi. Parce que moi, je trouve que le problème actuel, là, c'est que les gens sont beaucoup connectés à tout, sauf à eux. Alors, puis là, moi, je veux encore parler aux jeunes. Écoutez, hein, je travaille avec C'est les important jeunes de au parler aux jeunes, quotidien. oui. Mais c'est dès qu'on est jeune aussi qu'il faut qu'on se reconnecte à soi. Ouais. Il faut le faire. Puis, quand nos parents nous le disent, ça ne nous tente pas. On n'a pas le goût d'entendre ça, tu sais. Lâche ton appareil, puis fais donc quelque chose pour toi. Ouais, ça ne dit rien, ça ne veut rien dire. Mais là, si vous m'entendez, là, j'aimerais ça vraiment que vous vous poussiez à faire une petite activité différente par jour qui vous procure du bien. Moi, je dirais, c'est pas vrai, vous l'avez le temps. Ouais. Prenez-le. Prenez le temps. Puis, tu sais, quand tu cours 3-4 lièvres en même temps, que tu penses à 4 affaires, que tu es dans le multitâche, c'est quoi la qualité de ce temps-là aussi, là?
tu n'es pas là pantoute, tu n'as pas vu passer ta journée. Fait que, je sais pas, mais tu es en train de dîner, bien, arrête-toi, assis-toi, prends une bouchée aussi, puis vas-y, une à la fois. Des fois, je demande à du monde de faire un exercice de respiration de 5 minutes. Sérieusement, là, 5 minutes, c'est pas long. Mais 5 minutes juste à respirer, C'est long. c'est une éternité. C'était trop. C'est intéressant parce que là, la personne dit, c'est donc bien long. Mais c'est précieux, ça. Si tu es capable de vivre un petit 5 minutes qui t'a l'air d'une éternité dans une journée qui est vraiment débordée, c'est de l'or, là. Va le chercher, ces 5 minutes-là. Là. Puis si tu le trouves long, mais c'est encore génial. C'est juste un 5 minutes objectivement, mais intérieurement, tu as vraiment l'impression d'avoir pris une pause. Puis après ça, le rythme cardiaque a diminué, le taux de cortisol a diminué, l'adrénaline a diminué, tu es pas mal plus grandé. Puis si quelqu'un te dit bonjour, ça se peut que tu le regardes dans les yeux et dises « Ah, bonjour », parce que tu es présent. Dans le moment présent. Donc, Exact. faire vraiment les choses. Vraiment. Puis s'attarder à ce qu'on fait au Ouais. lieu d'être toujours partout. Ouais. À tout moment, si vous venez de vous joindre à nous en passant, vous êtes à la table ronde, ça va-tu vraiment bien? Merci d'être là. Je suis avec José Masson de Deuil Jeunesse et le psychologue et clinicien Marc-André Dufour également qui est avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, des anecdotes, vous pouvez nous les écrire via Facebook Live. On est sur la page Facebook de Deuil Jeunesse. On avait plusieurs invités. On a encore des invités à vous présenter. Le prochain, bien, s'il y a des amateurs de la série télé la plus écoutée au Québec présentement, District 31, vous allez le reconnaître assez rapidement. Le comédien Michel Charette est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Ou devrais-je dire sergent détective Bruno Gagné? Encore, c'est un de mes attributs, oui, c'est bon. Oui, c'est ça, exactement. D'abord, j'ai Voyons, te parlé. correct. Prof- Ça marche pas. Ah, ben, c'est Ça correct. sent bien, ça sent bien. C'est de ma faute, c'est toi pour qu'il bouge quelque chose? Ouais, L'autre peut-être juste bord. de centrer la caméra, mais on t'entend. Fait qu'on voit une moitié de casquette, une moitié Ah, de... c'est parfait. parfait. Et voilà. Les joies des Excellent. meetings virtuels. hein. J'ai le goût de te lancer d'abord professionnellement en tant que comédien. Ça a dû te demander de l'adaptation, un peu nécessairement à la COVID-19. Les tournages se font plus de la même façon. Il y a peut-être moins de contrats. Comment tu vis ça, Michel? Ben écoute, moi je suis un privilégié parce que j'ai la chance de faire de la télé et du cinéma. Donc les arts télévisuels sont maintenus. C'est beaucoup moins drôle pour ceux qui font des arts de la scène. Ouais. J'ai des amis à moi qui vivent essentiellement du théâtre ou des humoristes, des choses comme ça. Je pense que c'est un peu plus complexe. Eux, ils trouvent ça un petit peu plus dur. Mais bon, je suis un privilégié. J'ai la chance de continuer à faire mon métier, puis à faire mon travail, puis à avoir du plaisir, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a eu un ajustement au début, évidemment, à cause des contraintes de la sécurité publique, respecter la distanciation, respecter les consignes sanitaires, tout ça, ça nous a demandé un peu d'adaptation. Mais tu vois, District 31, ça fait quand même juillet, août, septembre, octobre, ça fait quasiment 4 mois qu'on a recommencé à tourner. Donc, on a pris notre air d'aller, notre routine, ça va relativement bien, tout en respectant évidemment les consignes sanitaires, le 2 mètres. Ceux qui sont en zone 1, c'est le 1 mètre, mais on a le droit, mettons, à 15 minutes par jour, chaque acteur cumulatif, de rentrer dans le 1 mètre pour tourner. Ceux qui sont en zone 2, on ne peut pas s'approcher à 2 mètres, évidemment. On répète avec le masque, lunettes protectrices. Tout ça, il y a une équipe COVID qui est sur le terrain avec nous, qui est sur le plateau avec nous autres, qui font respecter les consignes, tout ça. Donc, ça a été une adaptation, mais je pense que les gens sont très contents d'avoir un peu de divertissement à la maison en ces temps difficiles. Oui. Puis nous autres, ben, on est contents de travailler puis de véhiculer des émotions aux gens comme ça. Je pense qu'on fait notre travail le mieux possible. Évidemment, c'est moins un travail de création, c'est plus un travail de faire attention, tu sais, parce que c'est beaucoup de contraintes et tout ça, mais je pense qu'on y arrive. Puis les gens, je pense que ils ont accepté la convention du fait que, oui, on a certaines règles à respecter, la distanciation puis tout ça, mais je pense que ça passe quand même relativement bien pareil. Puis on en a parlé de la difficulté d'essayer de trouver des moments qui nous font du bien. Les arts en font partie, ça, Michel. Et je pense que beaucoup de gens le vivent difficilement, ça, de ne pas pouvoir aller au musée, pas pouvoir aller au théâtre, tu en as parlé un peu, pas pouvoir voir un spectacle de musique. Pour toi, les arts occupent quelle place pour la santé mentale, pour le psychologique chez les gens de la société? Ben moi, je pense que ça a la même importance au même niveau que le sport. Moi, c'est ce qui me fait du bien, c'est le sport, de m'entraîner, de bouger, de courir. C'est ce qui me tient. Tu sais, les gens font « Ah, bravo, tu as pris ta santé en main. » Oui, mais je l'ai fait pour une question de santé physique, mais beaucoup pour une question de santé mentale. Je suis une personne qui souffre d'anxiété. J'ai un TDAH, donc le sport, pour moi, est extrêmement important, comme les arts le sont aussi. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de me prouver, j'ai besoin de m'émanciper à travers mon métier, à travers mon art.
En ce moment, oui, j'ai la chance de faire de la télévision, mais j'ai pas l'impression qu'on crée beaucoup parce qu'on a beaucoup de contraintes à respecter. Ouais. Mais en même temps, je suis privilégié parce que je peux travailler. Tu sais, un humoriste, un acteur de scène, un musicien, un chanteur qui ne peuvent pas s'exprimer autre que par les réseaux sociaux en ce moment, ça doit être extrêmement difficile. Je parle pas juste d'une question d'argent, je parle d'une question de création, je parle d'une question d'équilibre mental, je parle d'une question de contact aussi. Tu sais, nous, sur le plateau, on a des contacts. Tu sais, les artistes, là, on est reconnus pour être des toucheux, des caresseux, des câlineux. Puis on aime ça, mais là, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Fait que c'est pour ça que quand j'arrive chez nous, le soir, je suis content que mes enfants puissent me faire un câlin parce que je n'ai pas eu dans la journée de la part de mes camarades. Puis habituellement, les gens sur la rue, ils te parlent, ils disent hey, bravo pour ce que tu fais, une poignée de main, une tape sur l'épaule. Mais là, on n'a plus ce contact-là. C'est difficile. Et si tu empêches quelqu'un de travailler aussi, c'est difficile. Félix Leclerc le disait, si tu veux tuer un homme, tu l'empêches de travailler, mais c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'on est tellement débrouillards ici au Québec, on est tellement un peuple résilient et combattant qu'on trouve des solutions. Je prends l'exemple d'un gars comme Damien Robitaille, depuis la pandémie, il fait une chanson par jour sur sa page Facebook. Il est rendu au-dessus de 100 chansons. C'est fabuleux. Puis ça fait du bien, puis c'est le fun à écouter, puis ça met du baume sur ta journée, puis ça t'accroche un sourire d'en face. Mais c'est ce que moi, quand je vais tourner le matin, c'est ce que j'essaie de me dire. Ce soir, à 7 heures, quand les gens vont écouter District 31, ça va peut-être leur faire oublier leurs soucis quotidiens, leur journée qui a bien été, leur questionnement, savoir je vais pouvoir payer mon loyer cette semaine, ce mois-ci, je vais pouvoir acheter de la nourriture suffisamment pour nourrir. Tu sais, c'est un problème qu'on n'est pas à la veille de régler, malheureusement, mais en même temps, on est pris avec. Fait qu'il faut vivre avec, puis il faut trouver des solutions par rapport à ça. C'est important, Michel, ce que tu as dit sur les contacts physiques, à quel point c'est essentiel pour les êtres humains de se toucher, d'avoir un contact physique. Je lisais quelque chose qui disait qu'un être humain avait besoin d'un minimum de 20 minutes de contact physique, de câlin dans une journée pour avoir un bon équilibre mental. Or, on ne peut pas l'avoir. On parle souvent tu as parlé que ça va prendre un certain temps, de nouvelles normalités, tout ça. Est-ce que tu es optimiste que suite à cette crise-là, on va retrouver ce que c'était d'être un être humain avant la COVID-19? Bien, j'espère, parce qu'on s'enlignait vers une société de plus en plus individualiste. Là, j'espère qu'on va revenir à une communauté. C'est mon souhait le plus sincère. On a besoin de ça. Tu sais, moi, je suis un produit des années 70. Je suis né en 1970. Puis je me souviens, quand j'étais petit, les parties de famille, les mononcles, les matantes, les cousins, c'était rassembleur, la famille, les amis dans la ruelle, tout ça. J'ai l'impression que de plus en plus, ça s'effrite malheureusement à cause de ces choses-là dans la vie. Tu comprends? Qui accapare une partie voyons, mon écran, j'ai de la misère. Je suis correct. Qui nous accapare une grande partie de notre journée, puis c'est pas nécessaire. Tu sais, je veux dire, avant, on travaillait, puis on arrivait le soir, puis on pesait sur notre petite machine pour avoir nos messages. Là, à cette heure, on check, puis tout de suite, on a un texto, puis il faut répondre, puis le courrier. Tu sais, tantôt, Marc-André disait, prenons le temps, relaxons, allons prendre une marche, prenons un bain, écoutons de la musique. J'ai l'impression qu'on fait ça de moins en moins, et j'espère qu'on va revenir à ça. Parce que, bien honnêtement, la pandémie, pour moi, ça n'a pas eu juste du négatif. Ça a eu du positif aussi, le premier confinement. Okay. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais du temps. J'avais pas de stress, j'avais pas de rush. J'ai pris du temps avec mes enfants, j'ai pris le temps de faire du ménage, j'ai pris le temps de regarder dehors, j'ai pris le temps de m'asseoir sur ma terrasse, j'ai pris le temps de me baigner, j'ai pris le temps de faire des choses que je ne faisais pas avant, tu comprends? Parce que j'avais pas 56 000 pages de texte à apprendre, parce que j'avais pas ma fille à aller porter au karaté, puis mon gars aller chercher mon gars à son patin, puis assis. Wow, on s'est comme assis un peu. Évidemment, au début, c'était bien le fun, mais à un moment donné, on a fait « OK, là, il faudrait que ça cesse, parce que c'est pas le fun, tu sais. » Mais j'espère qu'on va revenir à ça, à ce contact humain-là, à cette espèce d'entraide-là, à du troc, as-tu besoin d'aide en fin de semaine? Parfait, je vais aller t'aider. Ça prend cette espèce de communion-là, puis entre la communauté, puis de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les contacts humains, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'entraide des autres, de donner de son temps, de faire du bénévolat, de s'informer, ne serait-ce que d'appeler un ami, genre « Hey, comment tu vas aujourd'hui? Ça va-tu bien? Es-tu correct? » On prend pour acquis que tout le monde va bien. C'est pas vrai. Les gens vont pas bien. Moi, ma mère est en résidence pour personnes âgées. Okay. Après, elle n'est pas sortie de chez elle de son 3,5 pendant 4 mois. Elle a fait une dépression. Elle a souffert d'anxiété, elle est allée voir le médecin, elle s'est fait prescrire des anti-anxiolytiques.
des anti-anxiolytiques, Anxiolytiques. c'est ça, ou des anxiolytiques? Les anti-anxiolytiques, ça donnerait de l'anxiété, ce ne serait pas une trop bonne idée. Oui, tu as raison, des anxiolytiques. Voilà, merci beaucoup. C'est pas ce qu'on veut, là. Non, c'est ça. Non, mais non, c'est pas le temps. Fait que, tu sais, fait que ça touche tout le monde. À un moment donné, mon fils, il disait, quand est-ce que ça va finir, papa? Il y a 6 ans, tu sais. Ben, j'ai fait, écoute, faut le vivre, on est tous dans le même bateau, faut comprendre ça. Puis j'ai essayé de rendre ça le moins apeurant possible, le moins stressant possible pour eux autres. Puis on est tous au travers. Tu sais, heureusement, je vis en banlieue, j'ai une grande cour, on avait la piscine, la trampoline, le parc de jeux, la balançoire. La piscine, en avant, je vis dans un rond-point, il n'y a personne, fait qu'on joue au hockey, on joue au basket, on a bougé quand même, on est resté actif. Mais tu sais, je pensais à des familles qui vivent dans un 3,5 au 3e étage, où la mère monoparentale qui a 4 enfants, elle fait quoi? Elle a fait quoi? Tu sais, il n'y a personne qui pouvait rentrer en contact avec elle, les enfants ne pouvaient pas voir leur ami, ça a dû être terrible pour une certaine partie de la société, tu sais, fait que... Oui. J'espère juste qu'on va revenir à ça, l'essentiel, de s'aimer, de être conscient, de prendre soin l'un de l'autre, puis de s'écouter, là, beaucoup. Hein. Oui, j'espère que la solidarité va revenir parce que dans la première vague, bon, c'était les arcs-en-ciel, ça va bien aller, mais là, je ne sais pas si tu constates la même chose sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de polarisation, beaucoup de chicanes, de haine, tout ça. C'est quoi ta lecture de cette situation-là? Bien, je pense qu'à un moment donné, les réseaux sociaux aussi ont le dos large pour régler ses comptes et tout ça. Tu sais, la façon la plus efficace et facile de régler un problème, c'est de se le dire en face puis de se parler. Ouais. Mais là, les gens ne se parlent plus. Ils se cachent derrière un chat, un éclair, un soleil pour dire je t'haïs, tu m'énerves, blablabla, tu n'as pas le droit de vivre, tu ne mérites pas de vivre. Tu sais, il y a beaucoup, tantôt vous parliez de suicide chez les jeunes, il y a beaucoup d'intimidation qui passe par les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Puis ça, ben, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de régler le plus possible et d'avoir la police des réseaux sociaux qui devrait être plus active, plus mordante, moins facile, plus transparente aussi. Puis cette espèce de vidéo-là d'intimidation, de bullying, de fat bashing, de name it, je comprends pas cette mentalité-là, je ne comprends pas. C'est un conflit avec quelqu'un, règle-le, parle, va chercher un médiateur s'il faut, intègre une tierce personne dans ce conflit-là pour essayer de le régler. Je trouve que les réseaux sociaux sont rendus, au lieu d'être une plateforme d'aide et une plateforme où se rendre service, c'est plutôt quelque chose qu'on a rendu il y a beaucoup de haine qui circule là. C'est pas sain. Parce que c'est pas sain. Moi, j'essaie de mettre en garde ma fille par rapport à ça. On contrôle tout, on regarde tout. Il n'y a pas d'ordinateur dans sa chambre, il n'y a pas de tablette dans sa chambre. C'est au-dessus et au vu de toute la famille. Parce qu'il n'est pas question qu'elle me cache des choses, puis je veux pas ça. Elle n'a pas de Facebook, elle n'a pas de Twitter, elle n'a pas d'Instagram. J'essaie de limiter TikTok, puis tu sais que c'est une plateforme où il y a le plus de pédophiles qui circulent là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis vraiment, moi et ma blonde, on est vraiment à la coche par rapport à ça, puis on a des discussions avec elle, puis oui, tu as du temps pour en faire, mais tu as du temps aussi pour pas en faire, puis on va jouer dehors. Tu sais, avant, nous autres, nos parents se battaient pour rendre souper. À cette heure, il faut se battre pour les faire sortir. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Non, c'est malade. Hey, Michel, franchement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'était super intéressant, José. Je pense que merci à vous. Oui, Michel. Bonjour, ma belle Josée. Bonjour, comment vas-tu? Ben, ça va bien, très bien, merci, toi-même. Bon, ben oui. Écoute, je suis super contente que tu sois là. Et on a Gabrielle qui s'est occupée de tout cet événement-là. Gabrielle de Deuil Jeunesse qui tient absolument à dire à quel point tu es un ambassadeur en or. Tu es son idole. Ah, bon, c'est bon, bien gentil, tout ça, là. Alors, elle va me battre tantôt, mais je voulais vraiment te le dire. Puis j'avais une entrevue radio cette semaine, puis il disait « Pourquoi Michel Charette? » Bien, parce que tout le monde l'aime. Ben là, Michel Charette, je comprends. Ben, le beau Marc-André, j'ai eu l'honneur avec Marc-André de faire un fabuleux documentaire sur la santé mentale. Puis c'était Marc-André, notre référence au niveau de la santé mentale, puis tout ça. Puis je suis comme tombé en amour avec cet homme-là. Moi-même, je consulte une psychologue qui est une grande amie à Marc-André. Alors, j'ai dit, bon, mais si c'est une amie à Marc-André, c'est sûr qu'elle est compétente parce que lui, il est très, très compétent. Donc, j'étais très heureux quand j'ai reçu l'invitation, puis je ne pouvais pas refuser ça. Puis ça me fait grand plaisir de partager ça. Tu sais, des fois, les jeunes, ou les moins jeunes, s'associent à des gens comme nous parce qu'on est des personnalités, puis ils nous voient la face à la TV, mais tu sais, on est des gens comme tout le monde, puis nous autres aussi, on a des problèmes, puis on souffre, puis c'est pas toujours facile, puis tout ça. Fait que si on peut, tu sais, il faut juste que les gens comprennent aussi quand ça va pas bien qu'ils sont pas tout seuls là-dedans.
sais, des fois, tu as l'impression que tu ne files pas, puis tu as l'impression que tu es le seul au monde à vivre ça. C'est tellement pas vrai. Là. Tu te mets à parler alentour de toi, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce que tu vis, et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a des solutions. Ça, pour ça, moi, je trouve ça formidable. Merci de ta générosité, Michel. Quand José m'a dit, je ne sais pas quelle personnalité on pourrait inviter, on l'a-tu dit en même temps? Michel Charette. Non, c'est moi qui l'ai dit. Je suis pas sûr. Ah non. Ostinez-vous pas, là. Merci encore, Michel, de ta présence ce Ça soir. me fait grand plaisir, puis bravo pour cette Salut. belle initiative-là. Puis s'il y en a d'autres, vous avez besoin de moi, je suis toujours au bout de ma ligne, José. Si tu as besoin de moi, tu ne dis pas, s'il vous plaît. Parfait, c'est retenu. Bonne soirée, Merci. Michel. Salut, Michel. beaucoup. Je vous Michel embrasse. Charette. Bye, bonne soirée. Bye bye. Michel Charette est comédien. Il y avait des bonnes chances que vous le voyiez à 19h dans District 31 ces temps-ci. Quel beau témoignage, franchement. On a couvert beaucoup d'angles avec Michel. Puis juste avant de passer au mot de la fin, on a abordé un peu la haine sur les médias sociaux, tout ça. Marc-André, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que ça, c'est un phénomène qui est récent. Les médias sociaux, avant, il n'y en avait pas. Ouais. Hein? Pourtant, les gens devaient avoir les mêmes sentiments, les mêmes polarisations en termes d'opinion, tout ça. Pourquoi ça se manifeste plus? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de haine ou parce qu'on la voit plus, d'après toi? Bien, je pense qu'on la voit plus, mais aussi il y a un effet multiplicateur. Je veux dire, quand il y avait 4 gars à la taverne qui parlaient contre une équipe de hockey pour dire comment c'était tous des pourris puis des pas bons, je veux dire, ça se limitait pas mal à ça. Mais là, il n'y en avait pas 15 autres qui partageaient ça, qui likaient, qui en rajoutaient, qui commençaient à les insulter. Puis il y a un effet exponentiel qui n'a pas de bon sens. Mais moi, j'aurais le goût de dire, souvent, c'est plus facile d'être en contact avec de la colère. Tu sais, d'être enragé, de chercher des coupables, plutôt que de s'arrêter puis d'être en contact avec. Ah, mais là, la personne, elle va pas bien, là. Ça va pas bien dans sa vie, là. Quand tu commences à faire des menaces à du monde que tu connais même pas, il y a quelque chose qui va pas, là. Tu sais, moi, je le vois comme un signal d'alarme, là, de dire, ben là, respire, puis regarde qu'est-ce qui ne marche pas à l'intérieur de toi si tu te comportes de cette façon-là. Puis on ne voit pas la réaction de l'autre, il y a quelque chose d'anonyme, mais là, je suis content que de plus en plus, il y a des interventions qui se font. Tu sais, si tu fais des menaces de mort dans les médias sociaux, c'est comme si tu le faisais dans la face de la personne et tu auras à subir les conséquences. Je trouve ça rassurant. Je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'en venir là pour que les gens comprennent que ça ne se fasse pas. Mais si ça prend ça, tant mieux. Mais respirez donc, le fameux 5 minutes de respiration, faites-le donc avant de faire un commentaire des fois. Là. Tournez-vous les pouces 7 fois avant de tweeter. Oui, c'est en quelque sorte. Question de Véronique Côté. Peut-être que les deux, vous aurez quelque chose à répondre. Comment aider un collègue qui ne va pas bien, qui n'est pas bien dans son contexte de télétravail? On ne peut pas lui voir les expressions faciales, les caméras sont fermées. Comment on fait pour lui faire un câlin virtuel? J'ai un collègue qui s'est enlevé la vie la semaine dernière. La détresse est souvent plus large que le travail, que ce qu'on voit au travail, mais on se sent en partie coupable. On aurait voulu l'aider davantage. Qu'est-ce que ça t'évoque, Josée? Bien, moi, ce que ça me dit, c'est que souvent, on voit que quelqu'un va pas bien, on en parle entre nous, mais pas à lui. Première chose, là, il y a un fait, là. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il va pas bien. Allons vers lui et disons-lui. T'es pas comme d'habitude, tu souris moins, tu réponds plus à nos... on s'écrit puis on voit que tu fermes ta caméra. Premièrement, nommons ce qu'on voit. L'autre chose qu'on s'empêche de faire, c'est que on est ensemble, on se dit, on est inquiet de Marc-André. Fait que là, on est inquiet, puis là, on est en train de bâtir un plan pour l'aider. Ouais. Première chose, Marc-André, on est inquiet. C'est ça. Faut dire qu'on est inquiet. Absolument. Marc-André, on est inquiet. Ensuite, là, on est là, on se parle encore, toi puis moi, Oui. de Marc-André qu'on pense qu'il va pas bien. Exact. Fait que là, on est en train de bâtir plein de choses à son insu. Allons lui demander de quoi as-tu besoin, Marc-André? Ça, là, c'est la première chose. Que ce soit un enfant qui va pas bien, un adolescent, une personne âgée, un adulte, on décide pour eux de quoi ils ont besoin. Alors là, on se dit, il veut qu'on échange les idées sûrement. Fait qu'on va l'inviter au... Bon, là, on ne peut pas l'inviter au cinéma. OK? On va l'inviter à un événement virtuel ce soir organisé par Deuil Jeunesse. OK? Non, ça y parle pas, lui. Parce que ça, c'est notre besoin à nous, pas le sien. Fait qu'aller vers l'autre, là, ça, c'est la première chose. Fait que moi, je dirais à Mme Côté, dites-lui que vous êtes inquiète, pourquoi vous êtes inquiète, et demandez-lui de quoi il a besoin. Déjà, là, on a une base. Là. Quelque chose à rajouter, Marc-André, là-dessus? Bien, en partant de notre propre malaise, des fois, les gens disent, bien, je ne veux pas le rendre mal à l'aise, je ne veux pas envahir sa bulle. Bien, écoute, j'étais un peu mal à l'aise d'aller te voir, mais depuis un petit bout de temps, je suis inquiet pour toi, puis peut-être que je me trompe. Tu sais, on peut mettre des gants blancs, puis tout ça, si on a l'impression que la personne, on ne sait pas trop comment elle va réagir. C'est juste d'amener le sujet en partant de soi, de notre inconfort, puis de dire, bien, écoute, je vais te poser une question, ça me fait drôle de te poser ça,
Mais si la personne est inquiète par rapport au suicide, on le demande. Est-ce que tu as pensé au suicide? Puis la personne, si elle a pensé au suicide, elle va se dire, il y a peut-être quelqu'un qui comprend enfin, puis il y a pas mal plus de chances qu'elle s'ouvre. Et si finalement, on s'en faisait peut-être un peu trop, puis qu'elle dit, ben non, écoute, oui, ça n'a pas bien été, mais ça va mieux maintenant, puis ça me touche vraiment que tu t'informes. Mais ça se peut aussi, là, mais on n'a rien perdu à faire le premier pas. Ça, spontanément, elle va dire, ben non, voyons donc, je vais bien, je m'excuse. Alors, si on va vers l'autre, on va avoir une réponse plus spontanée, mais si on passe du temps à s'inventer, ça ne marchera pas. J'ai envie de vous demander, avant qu'on passe au mot de la fin, qu'est-ce que vous retenez de la soirée, des témoignages de nos invités, de ce que ça pouvait rajouter aussi qu'est-ce que vous constatez dans le climat social? Bien, je trouve que, tu sais, quand on est un peu tout seul, chacun de notre côté, à faire des constats, à se dire, mon Dieu, il faudrait que les gens prennent plus soin d'eux, il faudrait prendre plus attention, faire plus attention à la santé mentale. Mais quand on se parle, tout le monde, puis qu'on met ça sur la table, puis qu'on met ça en commun, on se rend compte qu'on est probablement une bonne gang à penser ça, qu'on n'est pas toute seule, puis que passons à l'action. On fait des constats, on observe, on se le dit. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire pour ma santé mentale? Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de prendre plus soin de moi à partir de tout de suite? Pas juste dire, hey, on devrait, faudrait, ce serait important, faudrait bien que, il faut le faire concrètement. Toi, Josée? Bien, je fais du pouce sur ce que Marc-André dit, puis j'ai envie de dire aux gens, puis on a trouvé des trucs simples aujourd'hui. Ça peut être simple, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Ça peut vraiment être simple. Alors, puis, je suis étonnée quand même, puis j'aime ça. On a entendu des gens populaires dire « Moi, je vais pas bien. Moi, je fais de l'anxiété. Moi, j'ai un trouble de l'attention. » Et juste de s'exposer comme ça, puis de le nommer. Il y a quelqu'un un jour, c'est Erickson qui a dit un jour... c'est étonnant à quel point, quand on va pas bien, juste de le nommer, on dirait que déjà, notre épreuve, elle devient surmontable. Bien, c'était ça qu'on voulait faire aujourd'hui, hein? Nommer les choses, parler. J'espère vraiment qu'on a réussi puis qu'on a répondu à cet objectif-là. Marc-André, il me semble que tu avais un beau speech Avenger à faire à la fin. Là. Non, mais c'est parce que, tu sais, je me disais, on écoute plein de séries, là, Stranger Things, on écoute des films de super-héros, du monde qui se battent contre des bébites. Puis là, il y a toujours la fameuse scène où il y a eu un gros combat, tout le monde est magané, puis là, on pense que ça c'est fini, mais là, non. Il y a une autre bébite qui arrive, disons une deuxième vague. Tu sais, ça nous touche, hein, ces scènes-là. On vient bien ému. Là. À un moment donné, il y en a un qui se lève, puis là, qui dit, là... si on est ensemble, si on se fait confiance, on va passer à travers aussi. Puis là, nous autres, on écoute ça, cette série-là, et puis là, on a des frissons, puis on trouve ça beau, puis on trouve ça inspirant. Bien là, c'est nous autres, là. Là, on est dedans. Là, c'est pour vrai. Les autres, des Avengers. C'est ça. C'est pas une série, c'est pas une bébite qui vient de l'espace, c'est la réalité, c'est un virus. Mais c'est vrai que si on est ensemble, si on est plus tolérant, si on fait preuve de compassion les uns envers les autres, que ça va être pas mal plus intéressant de passer à travers, parce qu'on va passer à travers. C'est certain. Mais le chemin va être pas mal moins pire si on le fait en se supportant les uns les autres, si on le fait en prenant soin de nous, en prenant soin des autres aussi. Avec bienveillance. Toujours. En regardant, puis là, regardons-nous quand on se demande « ça va-tu bien? » Oui, déjà. Regardons-nous. Se le demander pour vrai, oui, ça va bien. Arrêtons-nous, regardons-nous, puis entendons ce qui se dit vraiment. Peut-être que ça va pousser les gens à dire vraiment comment ça va. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aider l'autre, puis s'aider soi-même. Absolument. Marc-André, Josée, merci. Josée, quelle belle idée tu as eue avec Deuil Jeunesse d'avoir organisé ça. Bravo aussi à Gabrielle, ta collègue, qui a fait tout le travail médias sociaux, rejoindre les invités, tout ça. Merci à Olivier Lacroix Production, Julien à la caméra également, qui ont fait un travail très, très professionnel. Je ne sais pas comment ça sortait à la maison, mais j'ai eu l'impression qu'on était comme dans un studio de télévision. Nous, ça sortait bien. Puis toute l'équipe de Deuil Jeunesse, hein, Oui. c'est un travail d'équipe. On est une petite équipe, mais tout le monde nous a soutenus, puis a eu des idées. Alors, toute l'équipe de Deuil Jeunesse aussi. Jean-Simon, 1h30, pas de pause publicitaire. Oui. C'est pas vraiment comme la télévision, c'est Non, encore plus c'est exigeant. vrai. Puis Et je comme la tiens radio, vraiment à te exact. féliciter, là, vraiment, tu tires ton épingle du jeu. Ça franchement. s'est très bien passé. Merci Oui. à vous à la maison, très important. Merci d'avoir été là tout au long de cette table ronde. J'espère que vous êtes allé chercher quelque chose. Ça peut être, dans le coffre à outils, un marteau, ça peut être juste un clou, juste quelque chose qui vous a donné l'impression d'avancer, d'aller plus loin un peu.
Très important aussi pour moi de remercier nos importants commanditaires, le FM 93 et Télémag, dans les studios de Télémag présentement. Sans le FM 93 et Télémag, ça ne se serait pas passé, cet événement-là. Merci également à Victoriaville Éco, Un cadeau du ciel, Lépine Cloutier, Urgel Bourgie, RXB Construction, le groupe Garneau Thanatologue, Accès Conseil, Grégoire Desrochers, Salon Funéraire. Merci au député Pierre Paulus, à Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, à Jonathan Julien, le député, ainsi qu'au Salon Funéraire Bergeron. De ma part, de la part de toute l'équipe de la Table Ronde, ça va-tu vraiment bien? Bonne soirée et je vous demande donc, à partir de maintenant, de poser la question aux gens quand vous les croisez. Ça va-tu vraiment bien? Bonne soirée.